Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sophie Janois. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Je vous en prie. Alors racontez-moi Sophie, comment et pourquoi vous êtes devenue avocate ? Alors c'est quand même une étrange histoire, puisque je me suis décidée à devenir avocate, j'avais 30 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Auparavant, j'ai donc eu mon bac à 17 ans, j'ai fait une hypocagne, une prépa sciences politiques, et ensuite j'ai souhaité faire de la photographie. Ouais. Donc j'ai voyagé, j'ai fait de la photographie. Hypocagne et la prépa, c'était parce que vous saviez pas trop ce que vous vouliez faire ? Non, j'aimais la littérature. Enfin, j'avais un gros souci, c'était choisir entre la littérature et l'art contemporain. J'avais fait un bac art plastique, donc je viens pas du tout des filières scientifiques ni économiques du tout. Donc j'aimais la littérature, j'aimais l'art contemporain et je ne savais pas quoi choisir entre les deux. Donc j'avais présenté l'école Boulle et j'avais présenté un dossier pour être prise en hypocagne. Et j'ai été prise en hypocagne et j'ai choisi cette voie qui me semblait peut-être la plus sûre. Et puis, ça m'a pas plu du tout. Je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un, moi aussi j'ai fait hypocagne, je crois que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui dit hypocagne me paraissait une voie sûre. Oui. Alors que c'est vraiment quand même dans le monde des études supérieures catégorisé comme... Oui, mais c'était mieux pour moi par rapport à ce que je voyais du milieu de l'art et des artistes que je fréquentais, qui avaient vraiment du mal à joindre les deux bouts, faut quand même le dire, à part quelques-uns d'entre eux qui avaient suffisamment de notoriété. Si bien que oui, par rapport à ça, en fait, c'était par rapport aux arts plastiques, hypocagne me semblait plus sûr. C'était pas par rapport à d'autres filières ou d'autres métiers. Donc j'ai fait mon hypocagne, ça ne m'a absolument pas plu du tout. Ah oui ? J'ai pas du tout aimé. Moi, j'étais aussi à Orléans. C'était dans une filière où il devait y avoir personne prise à l'issue de l'hypocagne en Sciences Po. C'est moi ce que je voulais faire, c'était Sciences Po au final. Devait y en avoir 10 ans auparavant. Les cours m'intéressaient pas du tout. Enfin, je n'aimais pas ça. Ah mince. Et j'avais un esprit aussi très rebelle à l'époque. Et donc je faisais les beaux-arts à côté quand même pour pas perdre de ma dextérité en dessin et en peinture, on va dire. Et donc j'ai tout arrêté pour faire de la photo. Et donc là, j'ai fréquenté des photographes et c'était vraiment à la one again. Je partais avec mon Rolleiflex et ma cellule et je voyageais. À l'époque, comme j'adorais la littérature russe et des pays de l'Est, parce que voilà, c'est l'époque romantique et rebelle, je suis allée faire des photos là-bas. J'ai voulu faire des expos, ça s'est pas toujours bien passé. Enfin, c'était un peu une errance, on va dire. Donc vous êtes allée dans quel pays ? Alors, je suis allée souvent et beaucoup en Russie. Ouais. J'ai voyagé en Mongolie. Ouais. Et là, toute seule, avec mon sac à dos, tout ça, c'était rigolo. Et dur. Et puis ensuite, je veux dire, au bout de 2 ans, j'ai rencontré le père de mes enfants. On a eu 2 enfants. Vous l'avez rencontré en voyage ? Arrêté. Non, j'ai rencontré lors d'une exposition. C'était il y a très très longtemps. Il était lui artiste. Et donc on a eu 2 bébés ensemble. Et à la suite de ça, j'ai tout arrêté. J'ai élevé mes enfants et j'ai décidé d'arrêter de travailler. Lui était prof aux Beaux-Arts. J'ai élevé mes enfants, sauf que des enfants au bout de 3 ans à parler de Alors attendez, là vous avez quel âge ? J'ai eu mes enfants, j'avais la première j'avais 22 ans, la deuxième 24. Donc cette vie d'artiste voyageuse, photographe, c'était entre vos 20 entre mes et 17, 22 ans. Ouais, voilà, c'est ça. C'était très court, ça a duré un an et demi, 2 ans. Et vos expositions, vous les montiez comment ? Alors, j'en ai fait une il y a fort longtemps, dans des petits bleds, type Blois, etc. Mais à l'époque, c'était assez facile. C'était Jacques Lang qui était le ministre de la Culture et qu'il était à la fois maire de la ville de Blois. Donc, c'est eux aussi, c'est la mairie de Blois qui avait financé mon voyage en Mongolie, par exemple. D'accord. Et j'avais eu des subventions, entre guillemets, de Fuji et de Kodak. Je crois que j'étais la première femme à être financée par Kodak. Enfin, financée, c'est-à-dire en termes de pellicule. Il m'avait donné de la péloche, plein. J'en avais besoin parce que j'avais aucun revenu. Enfin, je vivais un peu de l'air du temps, comme je trouve que jeunesse, faut que jeunesse se passe. Et c'est vraiment
plutôt, je trouve bien quand des jeunes ont envie de voyager et d'oser faire des choses comme ça. Et quand vous rencontrez votre mari, enfin le père de vos enfants, je sais pas si vous êtes mariés, et vous avez vos enfants dans la foulée et vous arrêtez tout. Et j'arrête tout pour élever mes enfants. Je suis fan de l'enfance, de ce que représentent les enfants. J'ai envie de participer, j'ai envie d'être une mère en fait. Mais je m'ennuie très très vite. Voilà, au début, je trouve ça super, fatigant mais super. Et puis quand les enfants commencent à parler, qui commencent finalement à interagir avec nous, on va dire, moi je trouvais ça excellent. Donc je me suis refait les Walt Disney, je suis retournée en enfance, je trouvais ça génial. Moi j'ai eu une enfance très libre, très agréable à la campagne. J'ai offert ça à mes enfants, on vivait à Argenton-sur-Creuse. Et c'était une vie sympathique, mais dans laquelle très rapidement je me suis ennuyée. Donc j'ai aidé leur père à l'époque à monter un centre d'art contemporain à Argenton-sur-Creuse qui s'appelait l'Arboretum. J'ai organisé 1 ou 2 fois des rencontres avec des écrivains et la libraire d'Argenton-sur-Creuse dans des bistrots en bord de rivière pour faire connaître des auteurs, des choses comme ça. Mais je continuais quand même grandement à m'ennuyer. Et puis, j'ai décidé de reprendre des études de droit en me disant, et j'ai longuement hésité avec paysagiste. Ah ouais. Alors racontez-moi cette hésitation. Je veux tout j'adorais jardiner, faire faire pousser des radis pour que mes enfants voient comment ça se passe, une racine et une plante qui pousse en gros. Et j'avais fait de mon jardin, je pense, un endroit assez fabuleux et magique. Et j'hésitais entre une vie extérieure, etc., et le volet qui me manquait énormément dans cette vie-là, c'était le volet intellectuel. Et d'avoir un minimum de rigueur intellectuelle et de mémorisation, ça, j'étais vraiment en manque. Et j'avais beau lire, je pense, un roman par jour. À l'époque, je lisais énormément. Heureusement, il y avait une bibliothèque bien fournie à Argenton-sur-Creuse. Je pense que j'avais presque tout lu. Ça ne me suffisait plus du tout. Et j'avais besoin d'échanger aussi, et d'échanger intellectuellement, et pas uniquement sur les varicelles des enfants et des 3 radis que j'avais réussi à faire pousser. Donc, il fallait vraiment que je fasse quelque chose de plus rigoureux et de plus intellectuel. Et comment vous dites j'hésitais entre le droit, donc vous aviez ce besoin de reprendre possession d'une vie intellectuelle exigeante, et en même temps vous hésitiez avec paysagiste. Mais pourquoi pour le volet intellectuel l'hésitation s'est portée sur le droit? Qu'est-ce qui fait que vous avez envisagé le droit? Parce qu'en fait c'est un peu stupide, hein, mais je me suis dit qu'est-ce qui peut être le pire en termes d'études en fait? En termes d'obligation de rigueur, quand on ne connaît pas, c'est l'image qu'on s'en fait de l'étude de droit. Et on se fait une image extrêmement rigoureuse, de mémorisation terrible, et ça m'a semblé être le challenge le pire de ma vie en fait, en disant mais voilà, je vais faire ça, et puis on va voir. Et ça va être horrible. Et ça va être horrible. Mais c'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont j'ai besoin vraiment. J'ai vraiment besoin de changer littéralement du milieu de l'art, de la maternité et de tout ce qu'il y a autour. Et de cette vie à la campagne, qui était une petite vie super, hein, un peu. Mais ça ne me suffisait plus du tout. Je m'ennuyais terriblement avec les 2 amis qui me restaient. C'est pas possible. Il fallait que ça change en fait. Et donc pour moi le plus immense changement auquel je pouvais avoir affaire, c'était celui-là. C'est de prendre des études de droit. Donc je l'ai fait la première année avec le CNED, donc cours à domicile. Je me suis dit, bon, je vais jamais y arriver. Le jour où on reçoit, parce qu'à l'époque, c'était des fascicules énormes qu'on recevait dans un gros carton. Quand vous l'ouvrez la première fois, vous pleurez. Donc là, j'ai beaucoup pleuré. Puis je m'y suis mise. Et en fait, j'ai profité des temps d'école, parce que là, mes filles étaient en âge d'être scolarisées. Et la petite dernière avait 2 ans. À 2 ans, on va à l'école chez moi. Et donc, j'ai eu du temps libre sur leur temps de scolaire. Et j'ai ouvert mes fascicules et ça m'a plu. Mais ça va même au-delà de ça. C'est que ça a été vraiment une passion, quoi. J'ai adoré étudier le droit. Et puis, j'ai eu des très bonnes notes. Et là, j'en revenais pas moi-même, à savoir que et c'est difficile de travailler seul chez soi avec le CNED, son droit des obligations et autres, surtout quand on n'a pas un ami qui fait du droit, qu'on n'a pas de parents du tout concernés, et personne pour vous aider. Donc, il faut tout comprendre tout seul. C'était dur, mais... Il faut avoir la rigueur de s'y mettre aussi. Oui, voilà. Donc, tous les matins, je m'y mettais, je faisais mes fiches, etc. Et j'ai préparé mes examens. Il s'est avéré que j'ai eu une mention assez bien, ce qui était énorme pour moi à l'époque, parce qu'on allait quand même passer nos examens à la faculté de Lille, qui était en lien à l'époque avec le CNED, et on avait passé les examens avec les autres. On n'avait pas de régime de faveur avec tous ceux qui avaient pu aller en cours. Et puis, je me suis aperçue que ceux qui allaient en cours, ils n'étudiaient pas les programmes en entier.
Je faisais juste ce que les professeurs avaient pu faire dans l'année et que les professeurs avaient quand même la gentillesse de pas leur poser une question hors cours. Alors que moi, j'avais étudié absolument tout le programme, c'est-à-dire, je pense, plus du double. Donc je me suis dit, puisque c'est ça, je vais aller à la fac parce que ça a l'air drôlement plus cool d'aller à la fac finalement que d'avoir des cours par correspondance. Et donc je me suis inscrite à la fac à l'époque, donc c'était à Châteauroux, ils allaient uniquement jusqu'au DUG. Il y a une fac de droit à Châteauroux ? Ils allaient jusqu'au DUG, alors je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, on pouvait faire les 2 premières années de droit là-bas. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis inscrite. Premier jour compliqué, parce qu'évidemment je me retrouvais avec des gens de 10 ans de moins que moi, qui n'avaient pas de vie de famille. Et donc j'avais 2 possibilités. Soit rester dans mon coin toute seule, la vieille en cours, qui est à part et qui se met au fond de la classe. La vieille. Voilà. Vous aviez quoi ? Vous aviez 26 ans ? Ah non, j'étais plus vieille que ça. Là, j'ai 30 ans, là. Là, ok. J'ai 29, 30, quoi. Ok. Et puis finalement, je me dis, n'importe quoi, je vais aller vers les autres. Et c'est ce que j'ai fait assez rapidement, en faisant le clown, ce que je sais très bien faire. Puis aussi en faisant les devoirs des autres aussi, parce que ça, je suis bonne pour ça aussi. Et donc, je me suis très rapidement fait accepter. Et là, ça m'a fait une seconde jeunesse, en fait. J'ai eu ma vie d'étudiante tardive. C'était comment, justement, cette... Moi, j'ai commencé à sortir, à picoler. J'ai refumé le double de paquets de clopes. Et c'était drôlement sympa. Et puis, voilà, j'ai passé mes années d'études. Donc, après le DUG, il a fallu que je change de fac. De là où je vivais, c'était Limoges, la faculté la plus proche, l'université la plus proche. Je me suis inscrite à Limoges. Et puis là, c'est peut-être un élément important pour voir pourquoi j'ai ensuite choisi le droit de la santé. Il s'avère que le père de mes enfants avait une fille que j'avais élevée il y a à peu près depuis 4-5 ans. Et à l'âge de l'adolescence, elle a fait une crise de démence, en fait, et le diagnostic de troubles bipolaires est tombé, une bipolarité extrêmement sévère qui nécessitait une hospitalisation en psychiatrie, etc. Donc, dans le courant de mes études, j'étais confrontée à ça en même temps, ce qui a vraiment mis un terme au bonheur dans ma famille. C'est très, très difficile de vivre cela. Et j'ai décidé de partir avec mes enfants pour les préserver de l'ambiance familiale qui était vraiment totalement délétère, où là on était tous joyeux, on était tous malheureux. Donc j'ai décidé à la fois d'aller à la faculté, mais aussi de prendre mes 2 filles sous le bras, tout en aidant de loin le papa et sa fille. Mais je ne pouvais pas assumer ça et je voulais surtout que mes filles elles soient protégées. Donc vous vous êtes installée à Limoges ? Donc je me suis installée à Limoges toute seule. À l'époque, gros problème, parce que évidemment je n'avais aucun revenu, que je vivais des revenus du père de mes enfants. Je dis le père de mes enfants parce que je me suis jamais mariée, j'ai jamais trouvé l'utilité de me marier. Et puis, donc je suis seule avec mes filles et surtout je n'ai aucun revenu. Et je n'ai pas de pension alimentaire, j'en demande pas. Je considère que si c'est moi qui suis partie, c'est moi qui vais assumer. Sauf qu'en fait, j'ai du mal. Et je fais une demande de RMI. Et là, j'apprends qu'au vu de mon âge, je ne peux pas être boursière. Et qu'au vu de mon statut étudiant, je ne peux pas toucher le RMI. À l'époque, c'était pas le RSA, c'était le RMI. C'est encourageant. Donc, je me trouve dans une situation complètement terrible financièrement. Je pouvais pas compter sur ma famille. Et donc, je décide de mentir. Je mens sur mon statut d'étudiante pour pouvoir toucher le RMI. Et je laisse croire que je suis en recherche d'emploi. Évidemment, très rapidement, on me colle dans des cours d'insertion où on m'apprend à écrire et à faire un CV, alors que j'ai déjà un niveau de Bac+3 presque. Enfin, je suis inscrite en licence, que j'ai eu très rapidement. Après, c'était maîtrise. L'année de maîtrise, là, je commence à me révolter un petit peu en disant, bon, écoutez, vos cours d'insertion, ça commence à bien faire. Et puis, mais j'en avais vraiment besoin. Et donc, je propose à la société d'insertion qui me donnait des cours pour apprendre le français. Vu mon niveau, je leur dis, écoutez, ce serait peut-être à moi de donner les cours parce que je pense être meilleure que la professeure, en fait. Et ils acceptent. Donc, je fais un sitting dans le bureau de la direction, leur disant, mais plutôt que vu que je suis en insertion, donnez-moi un job. Et moi, la formation de ce que fait la jeune femme qui m'apprend à rédiger un CV, une lettre de motivation, je pense que je peux le faire pour d'autres, en fait. Et il accepte. Et donc là, j'arrive à avoir un petit job. Et ensuite, il me donne à assurer des cours français langue étrangère pour les Restos du Cœur. Donc ça, c'est le mercredi. Donc j'assume mes cours sans trop le dire.
D'un autre côté, je travaille et je m'occupe de mes 2 filles. Donc j'ai des journées très 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 longues. Mais heureusement, comme je fréquente la fac en même temps, j'ai un puits de babysitter énorme. J'ai plein de copains et tout le monde se bat pour garder mes mômes quand je dois aller donner des cours à droite à gauche ou faire des formations. Ensuite, on me confie des formations en entreprise. En droit, parce que là, je dévoile qu'en fait, j'ai une licence de droit et que même je suis en maîtrise. Et là, ça les intéresse et ils me proposent de faire des formations en droit à des entreprises, notamment à des chambres de commerce. Et puis, ensuite, je leur dis, écoutez, moi, j'aimerais vraiment faire du droit de la santé, alors que je savais pas du tout ce que c'était, à l'époque, j'avais pas choisi cette formation. Mais j'avais déjà envie de faire ça, je pense en raison de mon histoire personnelle, qui était liée au modèle de la psychiatrie que déjà je n'aimais pas du tout. Et la façon dont on traitait les personnes en psychiatrie, il y avait beaucoup de choses qui me choquaient. Et j'avais envie, j'avais déjà décidé d'être avocate, ça, dès le début. Ouais, quand vous avez pris des études de droit, ça vous semblait difficile, mais vous voyez ça. Moi, il fallait que je sois en défense. C'était pour être avocate. Il n'y avait aucun autre métier qui m'intéressait dans le droit. C'était vraiment celui-là que je voulais faire. Je voulais défendre, être en défense, défendre les gens. Et puis, avec cette problématique qui était la mienne, à être confrontée au handicap et à la maladie psychiatrique, j'ai très rapidement voulu me confronter à ce milieu et à faire du droit de la santé. Et donc, je propose, alors même que je ne suis pas du tout en droit de la santé, je propose de faire des formations en droit de la santé. Et donc, j'apprends le droit de la santé toute seule en autodidacte. J'avais l'habitude. Donc, vous apprenez avec quoi? Vous apprenez. J'apprends avec les DALOS. J'apprends avec les DALOS, avec le code de la santé publique, et je rédige mes formations. Et mes formations, elles sont pour un public d'infirmiers, d'aides-soignants, et parfois de médecins, ou parfois de personnel administratif dans les hôpitaux. Donc j'ai fait le médico-social, secteur médico-social et secteur sanitaire. Donc par exemple, j'ai eu à former tous les EHPAD, presque du Loir-et-Cher, par exemple. Donc heureusement, ils prêtaient des voitures, tout ça. C'était assez rigolo, mais j'ai appris comme ça en autodidacte et surtout, j'ai rapidement été confrontée à la pratique et à ce que vivaient les soignants dans l'enceinte des hôpitaux, des EHPAD, des établissements médico-sociaux. Donc tout ça m'a vraiment très intéressée. Si bien qu'arrive le Master 2, on est en pleine réforme, donc arrive mon Master 2, et là je choisis le droit de la santé. Et donc je me présente, j'ai déjà, je sais plus quel âge là, 35 ans, 35 ouais, je sais plus 34, j'ai du mal avec les dates. Je me présente au Master 2 de droit de la santé, droit des entreprises de santé de Montpellier, qui a une très très bonne réputation, mais on sait qu'il y a 30 élèves de prix, qu'il y en a 300 ou 400 qui font la demande chaque année. Je me dis, bon, vu mon âge déjà et mon parcours atypique, on va pas me prendre. Et puis en fin de compte, l'entretien se passe hyper bien, probablement parce que je connais déjà le droit de la santé, que je fais de la formation. Et ils vous ont dit, mais en fait, vous n'avez pas besoin de nous. Non, parce qu'en fait, là, c'était ciblé assez droit des entreprises de santé. Moi, j'étais plus sur les responsabilités médicales, paramédicales et autres. Et donc, ils m'acceptent. Et là, branle-bas le combat, parce que vais-je faire de mes enfants ? Je dois absolument arrêter de travailler parce que la condition pour être acceptée définitivement, c'était de me rendre disponible 38 heures, 40 heures par semaine. Voire il m'avait dit 52 au départ. Et là, problème, parce que ça veut dire que j'arrête de travailler à côté de mes études et que je vais pas être disponible pour mes enfants. Et donc, je confie très douloureusement mes 2 filles à mes parents, qui eux vivent à Orléans. Et je fais des trajets tous les week-ends pour retrouver mes filles. Et ça a duré quelques mois. C'était horrible. J'ai pas vu les bobos pendant 6 mois. Même une de mes filles est restée 1 an. Parce que même quand je suis revenue, ensuite, il faut faire des stages. Heureusement, il y avait 6 mois de stage. Et je les ai fait à Paris. J'ai demandé à les faire à Paris. Vos filles, elles avaient 10 ans à ce moment-là? 8-10 ans? Oui, voilà. Il y en a même une qui est rentrée au collège dans l'année. Collège. Elles ont compris votre démarche? Oui, quand même, on leur a expliqué. Je leur ai expliqué. Non, mais je me doute, mais non, j'ai la chance d'avoir 2 filles absolument géniales qui m'ont toujours soutenue. On a toujours fait la fête à chacun de mes examens. On a toujours été joyeuses, on a toujours ri, on s'est toujours tout expliqué. Et je leur ai expliqué que mieux valait une maman un peu absente, mais en forme,
et en capacité de les aider plus tard, plutôt qu'une mère au foyer triste et dépressive. Et ça, elles l'ont vite compris. Oui. Et du coup, elles m'ont toujours soutenue, mes filles. Elles ont bien compris, même petites, elles ont compris. Puis j'ai aussi des parents là qui ont été très soutenants et qui ont eu la capacité d'élever entre guillemets mes filles sur cette année-là avec l'amour dû à leur mère et à leur père, même si on était séparés, parce que pour le coup, c'était une super séparation. Donc j'ai été quand même épaulée de ce point de vue. Et à Montpellier, c'était super, il faisait beau, on sortait quand même pas mal, et tout en étudiant. Donc j'ai rencontré de nouvelles personnes, hyper agréables. J'ai de nouveau des amis, toujours plus jeunes. Donc encore aujourd'hui, j'ai quasiment que des amis de 10 ans de moins que moi. Et c'est bien. Du coup, j'ai toujours du mal à comprendre mon âge. J'ai fêté mes 50 ans cette année, et comme les autres fêtent leurs 40, je me dis mais c'est pas possible. Moi, j'ai dans ma tête, j'ai 40, voire beaucoup moins des fois. Et donc, et voilà le parcours en fait. Et là-dessus, je présente l'école du barreau que je prépare en un été, enfin en un mois chez mes parents, enfermés dans une chambre. Je n'avais pas le choix, c'était vraiment là, fallait que j'aille vivre chez mes parents pour pouvoir manger, parce que sinon, je ne pouvais pas travailler, toujours pas. Et je suis prise tout de suite à l'école du barreau. Et les stages, votre premier stage en M2, ça s'était passé comment? Parce que du coup, profil atypique, donc... oui, atypique. Alors, le stage, en fait, c'est très largement dû à Monsieur Viala, qui est le directeur du centre de recherche de l'université en droit de la santé à Montpellier, qui m'a aidé à trouver mon stage. D'abord dans un cabinet d'avocats. J'ai fait mon premier stage chez Corinne Lepage. Ensuite, il y a une scission au sein du cabinet, donc le deuxième, je l'ai fait au cabinet Genesis, qui étaient des anciens de Corinne Lepage qui avaient monté un autre cabinet. Et puis ensuite, il fallait faire un stage ailleurs. Et là, j'ai choisi, grâce à Monsieur Viala, justement, qui était en lien avec cette association, j'ai fait mon premier stage dans une association de défense des droits des personnes autistes. Et là, c'était une association, à l'époque, s'appelait Léa pour Samy, qui aujourd'hui s'appelle Vaincre l'autisme. Et là, donc, j'ai fait un stage en tant que juriste, en fait. Sauf que moi, il fallait que je gagne ma vie. Donc, le stage, je faisais moitié stage pour cette association et l'autre moitié, je continuais des formations pour une société, pour faire des formations aussi en établissement, en santé, etc. Donc, c'était très, très dense. J'avais des semaines extrêmement denses. Et donc, j'avais vraiment peu de capacité j'ai loué un mini appart à Belleville, à Paris, sous-loué même. J'avais du mal à payer le loyer à cette chère jeune femme qui m'avait prêté son appart gentiment. Et je voyais mes enfants le week-end. Et je faisais les trajets, c'est-à-dire que je rentrais chez moi à 23h et il fallait que je reparte à 5h du matin, enfin chez moi, chez mes parents. Et je repartais à 5h du matin. Et chez ses parents, quand on a 30 ans, c'est la croix et la bannière. On a envie de tuer tout le monde. On laisse une lumière allumée, on se fait engueuler. Enfin, c'était quand même chaud ballon. Il y a toujours un volet un peu échec quand on retourne chez ses parents avec ses mômes à 30 ans, passer la trentaine, c'est dur. Mais j'ai rapidement, grâce aux formations et l'association, dans le cadre du stage, qui acceptait de me payer un petit peu, j'ai rapidement eu les moyens de payer un appart où je suis retournée vivre avec mes enfants. Mais là aussi, le rythme était ultra dur en termes d'horaire. Donc ça m'a valu un burn-out sympathique. Avant même d'être avocate? Ouais. Parce qu'en fait, il fallait que je gagne ma vie pour élever mes deux filles et que je paye mon loyer, etc. Et en même temps, j'avais les cours du master. J'avais le stage à Paris, les formations que je faisais d'Orléans. Parce que j'ai trouvé un appart à Orléans, parce que mes filles étant scolarisées là-bas, j'ai pas voulu les changer trop. Ça a commencé à faire pas mal de déménagements. Là, elles avaient des copains, des copines, elles étaient en pré-ado. Je me dis, là, on casse pas le truc. Il y a rien de plus important que des amis quand on est en pré-ado. Et à la conformité aux autres, si je les balance à Paris direct, puis de toute façon, j'avais pas les moyens de payer un loyer parisien. Donc, c'était tout vu. Là, j'avais un rythme rude. Ouais. Mais c'était toujours agrémenté de moments sympas quand même. Dans les stages, j'ai rencontré des élèves avocats qui étaient super. J'ai rencontré des gens formidables. Et c'est là que vraiment j'étais confrontée à l'horreur que pouvait représenter la situation des personnes autistes en termes de respect des droits. Et ça m'a vraiment engagée à vouloir les défendre. Votre burn-out, vous l'avez géré comment ? Eh ben, immédiatement, quand j'ai compris que derrière, je développais une phobie totale des supermarchés, des transports en commun, c'était pas possible à vivre. Ça, les transports en commun, j'en ai besoin tout le temps. En 3 jours, j'ai développé une phobie. En fait, au départ, c'est une crise d'angoisse en fait majeure. Burn-out, c'est terrible. On peut plus marcher, on peut plus parler, etc. Et quand j'ai été hospitalisée, je me suis retrouvée sur un brancard aux urgences.
Et j'ai vu qu'on me donnait un Lexomil, et comme j'avais des copains qui en prenaient, j'avais bien la forme du cacheton. Je dis, ah mince, c'est dans ma tête, je suis pas malade, en fait. Moi, j'étais convaincue que j'étais en train de faire un infarctus, un AVC, une connerie, un truc terrible dans le genre. Et puis, on me donne un Lexomil. Donc, je me dis que là, en fait, si c'est dans ma tête, c'est grave. Et que, il va falloir se battre. Et je suis rentrée je suis partie de l'hôpital, hein. J'ai signé la décharge. Je me suis sauvée, j'ai fait une bonne crise de larmes et je suis rentrée chez moi. Et là, impossible de sortir. Je deviens totalement phobique, agoraphobe, mais dans les 24 heures qu'on suivit. Et là, je me dis, ouh là, là, faut faire vraiment quelque chose. Donc, j'ai immédiatement pris rendez-vous avec un psychologue comportementaliste qui avait voyagé, je l'avais vu aux États-Unis, en Suède, dans les pays nordiques. J'avais un tel rapport à la psychiatrie et notamment à la psychanalyse que c'était hors de question qu'on me demande comment je me sentais dans le ventre de ma mère. Et si j'avais désiré mon père à l'âge de 4 ans, j'avais envie d'avancer, d'apprendre tout de suite comment gérer ces crises d'angoisse. Et au bout de 3 jours de séance, 3 jours, 1 heure par séance, j'étais totalement guérie, j'avais plus rien du tout et je pouvais de nouveau sortir et ça allait beaucoup mieux. Et donc cette personne m'a clairement sauvé la vie en m'apprenant simplement des exercices de respiration, à gérer mon angoisse en respirant, en me disant que si je pouvais être la meilleure et que j'allais y arriver. En fait, on y arrive une fois, puis on sait qu'on y arrivera 2 fois. Et en fait, c'est ces petits exercices-là de relaxation et un peu d'hypnose qui permettent L'hypnose est pour moi le seul moyen de reposer son cerveau. Donc, je soupçonne largement pour avoir fait des tests à THPI et un peu hyperactive. Et donc, j'ai un cerveau tout le temps en ébullition, tout le temps. Et manifestement, même quand je dors, mon cerveau travaille. Et en fait, à travers l'hypnose, ça m'a fait des pauses complètes parce qu'on est en suggestion. Et pour moi, c'était le meilleur de la relaxation. Je m'en suis sortie comme ça. Vous en faites encore de l'hypnose ? Non, je fais plus rien du tout. Alors parce que c'est pas comme si j'étais un super patient. Je suis très nulle. Et dès qu'on m'a dit que je sais pas si nulle, mais peut-être pas rigoureuse. Non, pas du pas tout. Disciplinée. Pour moi-même, pas du tout. Donc je vois un médecin tous les 10 ans et quand c'est vraiment absolument nécessaire, c'est-à-dire que je peux plus marcher. Et donc autant vous dire que les 7 séances, une fois qu'elles étaient terminées, on devait encore travailler la procrastination, on l'a pas fait. Donc je procrastine encore pas mal. Mais pour le reste, c'était passé. C'est drôle que le truc qui soit passé à la trappe, ce soit la procrastination. Oui, parce que ça, je m'en moque un peu, parce qu'à vrai dire, ça me travaille pas plus que ça, quoi. Je me sens plutôt bien comme ça, et je sais que je suis quelqu'un qui procrastine. Enfin, en tout cas, je travaille toujours au dernier moment, et toujours dans l'urgence, et sous adrénaline. Faute de quoi, je suis mauvaise. Donc ça, je le sais, alors c'est pas du tout pratique pour mes clients. Et du coup, vous organisez votre vie comme ça ? Ouais. Vous savez qu'il y a une audience. Moi, je fais ça aussi. Hein. Je sais qu'il y a une échéance. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Ouais, l'échéance, c'est la dernier cara où je vais m'y mettre. Par contre, je préviens mes clients. Parce que pour eux, c'est compliqué d'avoir un avocat quand même comme ça. Mais ils le savent. Et heureusement, la plupart du temps, mon agenda se remplit à 15 jours et mes audiences, c'est des gens qui sont convoqués à 15 jours. Donc, de toute façon, on est dans l'urgence. Quand on est convoqué à 15 jours et qu'il faut mettre en place un dossier en 8, voire en 5, parce qu'on va recevoir le rapport, évidemment, la veille de l'audience, finalement, moi, ça me convient très bien et c'est là où j'excelle. Et en fait, finalement, mes clients sont contents, au final, quand je les sors d'affaires, on va dire. Mais je suis pas pratique, voilà. Je travaille au dernier moment. Et donc ça, c'est cette période de burn-out et tout ça, elle est passée assez rapidement, finalement. Mais ça m'a vraiment engagée contre la psychanalyse et vers les thérapies comportementales, déjà au départ, avant même de savoir exactement ce qu'il fallait aux personnes autistes et c'est pourquoi les personnes autistes se battent aujourd'hui. C'est-à-dire avoir des thérapies conformes, etc. Et moi, je ne savais pas du tout à l'époque que en matière d'autisme, on pouvait avoir besoin de ce type de thérapie. Et aujourd'hui, je me bats pour tout ça, alors qu'en réalité, mon chemin de vie, petit à petit, m'a confrontée doucement à la défense, finalement, de ces personnes. C'est pour ça que je parle de ça, c'est simplement parce que moi j'ai été ravie, j'ai été totalement guérie et je suis plus du tout phobique du tout. Et si de temps en temps je me fais une petite angoisse, immédiatement je me dis attends mais n'importe quoi, reprends-toi et hop ça passe. Et hop ça passe. Mm-hmm. Et donc il y a cette période quand même très dense. Vous dites que vous passez un été à travailler l'IEJ, que vous l'avez du premier coup. Là c'est les derniers stages. Où est-ce que vous avez fait ces derniers stages? Alors, les stages au sein de l'école du barreau, ouais. Là. Je suis restée dans l'asso pour l'autisme, en fait. Vous étiez à Paris pour... Oui. Okay. Alors, j'ai réussi parce que j'ai passé mon barreau à Limoges. Ensuite, j'étais à Montpellier. Et ensuite, je faisais mes stages à Paris. Et j'habitais à Orléans. Donc, il a fallu que je fasse une demande de dérogation. Parce que, en fait, l'école qui était prédestinée, c'était Poitiers.
Et j'ai fait une demande de dérogation en faisant valoir que j'étais salariée à Paris. Et donc, j'ai fait l'école du barreau en qualité de salarié. Étudiant salarié, ce qui était très bien parce que du coup, j'avais les cours du soir et ça me permettait de travailler le matin. Et là, ça a été 1 an et demi, 2 ans c'était génial. Hein. Parce que quand je vois aujourd'hui des étudiants à l'école du barreau, les pauvres, ils en bavent. Nous, on a vraiment rigolé. Je pense que j'ai passé mon barreau dans la cave. Enfin, on appelait ça la cave. C'était encore rue de Charenton. Et en fait, c'était la cafette. On était une bande de copains. Alors, vraiment, on était tous salariés. On avait tous plus ou moins un job. On avait des familles, etc. Donc là, j'ai rencontré des gens, même s'ils avaient encore 10 ans de moins que moi, qui avaient une vie qui était plus similaire à la mienne et avec lesquels je me suis hyper bien entendue. Donc chacun apportait une bouteille de champ tous les soirs. Si c'était Veuve Clicquot, vous êtes devenu alcoolique oui, en fait pendant ce temps-là. Complètement. Si c'était Veuve Clicquot, c'était mieux. Je fais des pauses. Chacun amenait sa bouteille de Veuve Clicquot et certains amenaient des chips et des pizzas. Et on faisait signer une bonne âme notre fiche de présence. Et au cas où, on était quand même juste en bas, au cas où on pouvait remonter s'il y avait un prof un peu récalcitrant qui souhaitait voir son amphi rempli. Et on passait notre temps à discuter de nos vies, à faire des blagues. Et on avait aussi une conversation groupée sur Gmail. Et pendant nos stages d'avocat, on pouvait je pense, nous entendre d'un cabinet à l'autre pouffer de rire. Tellement c'était drôle. Et pour moi, ça a été vraiment une année mais absolument géniale, où j'ai encore des contacts avec certains élèves avocats de l'époque. Donc le PPI, vous l'avez fait comme salarié dans cette association, et le stage final en cabinet d'avocat? Je l'ai refait au cabinet Genesis. Au cabinet Genesis encore. Ceux avec lesquels j'étais en lien depuis mon master. Et sachant que le cabinet Genesis, donc c'est une des issues de Corinne, de l'ancien cabinet de Corinne Lepage. Oui, en fait, c'est des associés de Corinne Lepage qui se sont associés à part. En fait, ils ont laissé le cabinet Corinne Lepage pour monter leur propre cabinet. Et ils avaient, parce que Corinne Lepage, moi je l'assimile plus au droit de l'environnement. Oui, complètement. Moi, j'ai été parachutée là parce qu'il y en avait qui faisaient du droit de la santé au sein de son cabinet. Et Corinne Lepage, j'ai dû lui dire bonjour 2 fois dans les couloirs. Et de toute façon, les stagiaires dans ce type de gros cabinet, on est un peu des machines à travailler. Enfin, je veux dire, oui, bien sûr, j'essaie juste de comprendre les matières que vous pratiquiez. Donc en fait, elle avait, du coup, ce cabinet, donc Genesis, un des associés faisait du droit de la plutôt santé, et c'était accès médico-social, Non, c'était accès mise en cause de la responsabilité des établissements pour faute ou erreur médicale. Ok. Voilà, et donc c'était sympathique, enfin c'était un bon cabinet, tout se passait plutôt bien, même s'il y avait quand même énormément de travail et que pour moi c'était très lourd. Ouais. Évidemment avec la vie que je menais, mais de la part d'un des associés, notamment Monsieur Félicie, il y avait beaucoup de compréhension à l'égard de ma situation familiale. Et donc, c'était des gens qui étaient plutôt soutenants. Je veux dire, si j'avais une grève de train, un train en retard, c'était des gens qui étaient compréhensifs quand même. Oui. Et puis à côté de ça, je faisais mon travail, mais c'était essentiellement de la rédaction de conclusion. J'ai dû assister à une seule audience. Je peux vous dire que ma première plaidoirie, j'en avais jamais vue. Et que là, je me suis vraiment tapé une bonne angoisse, même si c'était pas lié à un problème, si. Mais c'était vraiment, c'était dur. Et en fait, quand j'ai eu le CAPA, j'ai cherché, donc j'espérais beaucoup être embauchée par le cabinet Genesis, dans lequel finalement j'avais travaillé plus d'1 an. Et puis c'était pas possible. Il y avait pas de place pour moi. Et donc là, j'ai cherché. Et à Paris, vu mes 10 ans de plus, et en dépit des contacts que j'avais pu nouer, on me disait que c'était... Il y en a même un dans un café qui m'a quand même expliqué qu'il n'était pas possible de m'embaucher comme collaboratrice parce qu'ils ne voyaient pas comment me diriger, étant donné qu'on avait le même âge. Et c'est vrai qu'un avocat, a priori, on n'est pas formé pour diriger quelqu'un, pour être un chef d'entreprise. Ça peut être complexe, et je pense que là, les 10 ans d'écart ont joué vraiment ma défaveur. Donc, je ne trouvais rien. Personne. J'ai dû envoyer, 200 CV. Aucune réponse ou un non. Sans même d'entretien. Je n'ai même pas eu d'entretien. Donc, il a fallu que là, j'appelle les amis. Là, on appelle tout le monde en pleurant, en disant, mais là, il faut vraiment que je travaille. C'est pas possible. Et j'ai une amie qui vivait à Orléans,
qui me dit, mais attends, moi j'ai un copain qui s'est installé à Orléans, je sais qu'il a des collabs. On va fermer la porte. On a des collabs qui... il est susceptible de te prendre. Donc j'appelle cet avocat qui accepte de me prendre comme collaboratrice, moyennant une rétrocession d'honoraires de 1 800 € par mois. Donc une fois que vous avez payé vos charges, il reste 1 100. Avec ça, vous avez un loyer, 2 enfants à nourrir. Autant vous dire que je n'allais pas loin. Donc je me suis inscrite à toutes les commissions d'office possibles. Mais à Orléans, il y a beaucoup d'avocats, il n'y a pas tant d'affaires que ça. Il y a un roulement qui s'opère. Et donc j'ai fait des gardes à vue, j'ai fait tout un tas de trucs que je ne savais pas faire. Et avec cet avocat, ça s'est pas du tout bien passé en fait. Il était pas souple du tout, il était vraiment ultra rigide, il plaidait pas. Mais néanmoins, ça a été une sacrée formation parce que moi, je m'appelais Miss TI à l'époque. Miss TI, donc je faisais tous les petits litiges que je ne savais pas faire, mais du coup, on s'adapte. Donc entre l'âne qui a attrapé des vers dans le champ parce qu'il a été au contact d'un cheval qui était malade, la poule de machin qui a été écrasée, monsieur qui sort pas ses poubelles correctement, enfin tous les petits problèmes de voisinage abominables auxquels je comprenais rien, mais qui sont extrêmement complexes d'un point de vue juridique en réalité. J'en plaidais 10 2 fois par semaine et je ne savais pas plaider. Évidemment, j'avais jamais appris, j'avais même, je crois, jamais vu un procès en dehors des trucs à la télé quand je suis devenue avocate. Donc c'était très dur parce que je suis quand même un peu orgueilleuse et des moments de solitude, j'en ai eu plein. Jusqu'au jour où une avocate de la partie adverse vient me voir et me dit « Ah, c'est toi, je vais te défoncer sur le parvis. » J'étais en train de fumer ma clope, tranquille. « Je vais te défoncer. » Non. Moi, je n'étais pas habituée à ce type de relation. Ça devait faire 3 jours que j'étais avocate. Une semaine, on va dire, peut-être. Et j'avais eu mes moments de solitude déjà. J'avais beaucoup pleuré. Et puis, je sais pas, elle m'a motivée. Mais alors, elle m'a motivée à un point, je me suis dit, toi, ma fille, jamais je me laisserai faire et tu vas voir ce qui va t'arriver. Et j'ai gagné mon dossier et j'ai super bien plaidé. Et à partir de là, j'ai compris que ma motivation, elle était aussi dans l'adversité, pas mal. Et puis, néanmoins, ça ne me plaisait pas du tout et je gagnais pas suffisamment ma vie. Et puis, cet avocat était hyper strict sur les horaires. Il fallait que je conclue 4 dossiers par jour pour être rentable. Sauf que du coup je faisais de la merde, autant le dire, c'est la vérité. C'est-à-dire que les dossiers on les voyait trop rapidement. Moi j'avais le sentiment de pas faire correctement mon travail et d'être une mauvaise avocate. En tout cas j'avais pas fait tout ça pour en arriver là. Et donc dès que j'ai pu, j'ai quitté et je me suis installée toute seule au bout de même pas 1 an, je crois. Et tout le monde m'a dit « Oh non, t'as pas suffisamment d'expérience. Avant de s'installer, il faut une clientèle, il faut avoir au moins 5 ans d'exercice. » Et j'ai mis tout ça au panier. J'ai dit, écoutez, on verra bien. De toute façon, pour gagner 1 100 € par mois, il me suffit de garde à vue, on va y arriver. Ouais. Il me faut 1 dossier par mois pour gagner davantage d'argent. Donc, j'ai sous-loué des bureaux chez une copine avocate qui louait des bureaux en ZUP, qui avait des facilités au niveau des impôts, des charges et autres. Évidemment, c'était un cabinet fantoche, parce que j'avais pas du tout envie de faire 10 km pour me retrouver dans un HLM où je ne pouvais de toute façon recevoir aucune clientèle. De toute façon, je n'avais pas de clients. Donc j'ai mis des dossiers là et j'ai sous-loué mon truc envers et contre tout. Il n'y a pas eu de contrôle, mais s'il y en avait eu un, de toute façon, je vois pas comment ils auraient pu voir que je n'y étais jamais. Et puis, j'ai fait mon bureau chez moi. Et puis je m'ennuyais terriblement. Tous mes potes, ils étaient à Paris quand même. Et j'étais toute seule. Et puis, avec mes commissions d'office, un divorce qui se passe mal. Et puis, j'ai horreur de cette matière. Donc, j'ai tout donné. Vous aviez déjà une spécialité quand même. Oui, mais que j'exerçais pas. Par la force des j'ai choses. J'ai eu un dossier en responsabilité médicale. Le premier que j'ai choyé, etc. Et un jour, et ça, c'est au miracle. Donc, il y a un avocat qui bosse tout seul en libéral, mais qui sous-louait des bureaux chez Genesis Avocats, et avec qui j'avais lié plus ou moins amitié, on va dire. Donc, quelqu'un de plus âgé, de plus expérimenté, qui m'appelle et qui me dit, voilà, Sophie, moi, je vais m'installer tout seul, je quitte, j'arrête de saouler les bureaux chez Genesis et je m'installe tout seul, mais je vais m'ennuyer. Avec toi, on rigole bien. Est-ce que ça te dirait de venir? Avec toi, on rigole bien. Je lui dis, mais d'accord. Il dit, écoute, je me mets en société, tu seras associé.
T'as quoi en clientèle? Bah, 0. Enfin, j'ai un dossier par mois et 2-3 commissions d'office, quoi. Donc, j'ai pas les moyens de t'aider à payer le loyer, rien, quoi. Il me dit, t'inquiète, je paye tout, le loyer, etc. Et toi, bah, je lui dis, oui, mais il faut que l'argent, parce que comme j'ai 1 ou 2 dossiers par mois, il faut que l'argent que je gagne, il me reste pour que je puisse nourrir mes filles. Il me dit, tu gardes ton argent, il est pour toi, et puis, enfin, voilà, mais viens à Paris. Alors là, moi, c'était c'était vraiment le bonheur, parce qu'enfin, je sortais de ce milieu provincial où tous les avocats se connaissent, où toutes les affaires, elles sont entendues sous le manteau dans les couloirs. Et même si j'avais quand même trouvé 2-3 amis là-bas, souvent des jeunes ou des gens avec des profils atypiques, les avocats un peu fous, les avocats noirs, les avocats qui font des matières pas possibles, des pénalistes à la grande gueule, tout ça, ça a toujours été mes copains. Et puis les autres, rigides, hyper rigoureux, etc., là, beaucoup moins. Et donc, je savais que moi aussi, avec mon profil atypique, de toute façon, je suis toujours intéressée et j'aime toujours les gens un peu différents. Ça aussi, ça explique ce que je fais aujourd'hui. Je me retrouve parachutée à Paris, génial. Je revois tout le monde, je sors, je fais la fête. Et en faisant tout ça, je mets aussi en place toute ma stratégie de com, en fait. Et alors, justement... donc vous sentiez, enfin vous l'exercice dans un petit barreau, ça vous a pas plu, vous vous êtes pas retrouvé? Non. Vous avez cette opportunité un peu folle de venir à Paris sans prendre trop de risques entrepreneurial. Enfin, je veux dire, voilà. Vu que vous aviez pas grand-chose là où vous étiez, vous pouviez partir à avoir pas grand-chose à Paris. Et vous dites, c'est à ce moment-là que je mets en place ma stratégie de com, ma stratégie de développement. Oui, parce que je trouve que dans une ville comme Paris, enfin en tout cas, il y a une émulsion, un rythme. Même si j'ai toujours eu un rythme très dense, en province, c'était trop plan-plan. Je m'ennuyais à mourir, en fait. De toute façon, avec un dossier par mois, de toute façon, je ne pouvais pas aller très loin. Et j'avais aussi besoin de cette émulsion. Mais vous auriez pu avoir une stratégie de com depuis la province. Oui, mais il manquait le contexte qui vous donne envie de... Ouais, c'est ça. Il fallait que ça bouge autour de moi, qu'il y ait une émulsion. Et en fait, là, on s'est retrouvés, cet avocat et moi, dans un cabinet où il y avait beaucoup d'avocats. Donc, sous un bureau, on était tous les deux, dans le 16e. Sauf que lui, il faisait du droit des affaires. Et moi, je voulais développer le droit de la santé. Et aller trouver une cohérence en termes de communication, c'est impossible. Non. Et donc, je n'évoluais pas. On devait monter un site internet, mais on ne trouvait pas de cohérence. Et puis lui, il voulait du violet, là où moi, je voulais du bleu ou du vert. Enfin, ça allait pas. On s'entendait très bien, mais néanmoins, j'ai dû partir. Et je me suis installée toute seule. J'ai rencontré un avocat qui sous-louait des bureaux à vraiment pas cher. On était genre à 700 €. J'étais en vitrine dans un ancien cabinet de psychomote à Port-Royal. Donc vitrine. Donc c'était assez drôle. Et cela dit, une vitrine à Port-Royal, c'est-à-dire... Non, mais maintenant j'en rêve d'être de nouveau dans une vitrine. C'était une toute petite vitrine, il y avait 2 mini-bureaux, mais ça me coûtait pas cher du tout. Et j'ai demandé à une juriste qui était également assistante de venir m'aider. Je l'ai débauchée. Et vous aviez de l'argent? J'avais rien. Vous aviez du travail? Rien. Donc comment vous avez débauché cette juriste? Je lui ai dit, j'ai besoin de toi parce que moi, là, je sens que je développe. Là, je commence à développer quand même un peu dans l'autisme. Ok. Et donc, comment vous avez développé ce démarrage? Grâce à elle, notamment parce qu'elle a fait tout ce qui correspondait aux relations aux tribunaux, tout la préparation des dossiers, etc. Elle s'occupait de tout ça et de la gestion de mon cabinet. Ouais, tout ce qui est argent, facturation, tout ça, je déteste ça. On a eu une coupure de pile, pardon. Vous me disiez que vous avez cette juriste qui fait du travail de fond, du travail de gestion. Voilà. Et ce que je comprends, c'est que pendant qu'elle faisait ça, moi, je me suis occupée de ma com. Ok. Et donc là, ça a été publication Facebook essentiellement, où j'ai commencé à donner des avis juridiques, on va dire, sur des changements législatifs et autres qui pouvaient concerner les personnes autistes. Donc, faut savoir aussi que sur les personnes autistes. Oui, parce que dans le cadre de mes stages au sein de l'association, au lieu, et ça j'ai oublié ce passage, mais au lieu de rédiger un mémoire classique de Master 2 à la suite du stage, j'ai demandé à pouvoir rédiger un guide des droits pour aider ces personnes. Donc en fait, tout le long de leur vie, entre la naissance et le droit au diagnostic qu'on pouvait faire valoir, jusqu'à la mort, quels sont tous les droits bafoués des personnes autistes et de leur famille, et
comment agir et sur quel article de loi se baser. Donc, j'ai autant étudié évidemment notre code civil que je connaissais quand même plutôt bien à l'époque, le code de la santé publique, le code de l'action sociale et des familles, le code pénal, et puis étudier aussi la jurisprudence administrative. Parce qu'en fait, à tous les stades de la vie, que ce soit en termes de droit au diagnostic, de prise en charge médicale, entre guillemets, voire paramédicale, donc tous les droits du patient. J'imagine. Ensuite, les droits à la scolarisation, le droit, derrière le droit éventuellement pénal, lorsque les personnes sont en institution maltraitées, ou l'inverse, que le diagnostic est tardif et qu'elles n'ont pas eu les bonnes thérapies et de fait sont en capacité de devenir délinquants voire criminels. Et puis ensuite il y a les mises sous tutelle, il y a les problématiques d'assistance éducative avec des juges des enfants qui peuvent être mis dans la boucle parce qu'on va accuser les parents d'être à l'origine des troubles. Oui, en France on en est encore là. Donc c'est tout un panel en fait de droits. Et en fait j'ai étudié tous ces droits-là, mais comme j'avais l'habitude de travailler toute seule, d'abord avec le CNED, ensuite avec mes formations, tout ça, je me suis formée toute seule. Et ma problématique, c'était pas un droit, c'était l'autisme. Et donc, à travers tout ça, j'ai rédigé ce guide qui m'a permis, moi, d'avoir une vision d'ensemble de tous les textes nécessaires pour leur défense, tout au long de la vie. Et puis, sur cette base-là, j'ai communiqué. Donc, les réseaux sociaux, je me suis assez rapidement fait connaître, d'abord sur un premier dossier, où finalement j'ai obtenu un non-lieu assistance éducative pour une famille. Donc vous publiez sur les réseaux sociaux, ça vous amène à un dossier ? Ça m'amène un dossier. Et en fait, c'est un monsieur qui était sur des réseaux, sur des forums. Et comme j'avais gagné le dossier, enfin, il y avait une avocate. Et là, ça m'a complètement débordée, en fait. Enfin, il y avait une avocate qui comprenait, qui savait ce que c'était l'autisme, qui savait ce dont les personnes autistes avaient besoin et qui savait le plaider. Il m'a fait largement ma com sans rien que je lui demande. Et les gens commençaient à me contacter. Et petit à petit, ça a été même un raz-de-marée, en fait. Quand j'ai cessé sur Facebook d'écrire trop en droit et que j'ai commencé à raconter ma vie d'avocate, là, ça a fait un buzz. En fait, je suis passée de 200 amis à 5000 en très, très peu de temps. Et j'ai été invitée pour faire des conférences. J'ai commencé à faire des radios, à faire des télévisions. Et je pense aujourd'hui qu'il est vraiment rare que quelqu'un qui soit inscrit dans le milieu de l'autisme ne connaisse pas mon nom. Et ça s'est fait très rapidement. Et là, j'avais besoin d'un backup vraiment au cabinet pour, moi, faire mes conférences. Donc, je travaillais toute la semaine et tous les samedis, des conférences. Plus les télés à mettre là-dedans, les radios, les journalistes en une interview, etc. Parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Et c'est vrai que là, on est face à une injustice totale. Et il y a vraiment matière à travailler. Il y a plein de choses à faire. Et aujourd'hui, donc, je fais tous ces droits-là. Je fais du droit administratif, du droit pénal, du droit civil et du droit à assistance éducative beaucoup. Et je m'éclate littéralement. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ça m'intéresse, je vais aller l'étudier, je vais voir, même réétudier la procédure. J'ai suffisamment d'amis, si c'est une procédure nouvelle que je connais mal, que je connais en tant que spécialiste, où je vais leur demander de me donner 2-3 clés, etc. Il m'arrive d'aider des confrères aussi qui sont dans la panade parce qu'ils savent pas ce que c'est que l'autisme et je les aide avec plaisir. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment totalement épanouie dans mon job, même si ça fait maintenant que j'ai prêté serment en 2009. Il y a des moments où je commence un peu à fatiguer, où j'ai besoin de relais, un peu, mais... Ça a mis ce buzz, donc combien de temps après votre arrivée à Paris est-ce que vous avez eu ce dossier? Un an et demi. Un an et demi. En fait, il a fallu que je quitte le cabinet avec cet avocat fort sympa et à qui je dois tout, parce que, tout. Je dois beaucoup. Vous devez d'être venu à Paris. Ouais, voilà, d'avoir pu revenir à Paris, parce que c'était vraiment mon but. Mais les loyers étant chers, ça, je pouvais pas. Quand j'ai décidé de quitter, que j'ai pu mettre en place c'est quand j'ai commencé à pouvoir être moi-même en tant qu'avocat. Et à pouvoir exercer comme je l'entendais. Parce que je pense qu'en réalité, quand on est collaborateur, c'est très difficile. C'est très difficile pour les collaborateurs d'exercer, d'être soi-même. Et moi, j'ai commencé à être bonne, entre guillemets, parce que je pense que je suis une bonne avocate. Mais quand j'ai pu être moi-même, que j'ai pu avoir ma propre personnalité, plaider comme je l'entendais, aborder ma clientèle comme j'avais envie de l'aborder. Et alors, c'est quoi ça, justement, selon vous, c'est quoi votre personnalité comme avocate? On a parlé de la procrastination et du fait que votre activité finalement correspond assez bien, le rythme naturel de ces dossiers correspond assez bien à ce mode de fonctionnement, mais au-delà de ça. Moi, j'aime. Je pense que
Je suis quelqu'un de profondément intéressé par la nature humaine et par les autres. Et depuis toujours. Et en fait, là, j'ai un panel de gens différents qui me comblent littéralement. C'est-à-dire que je fais des rencontres extraordinaires et ça m'a toujours plu. Avec des gens qui ont des vies totalement atypiques et des parcours atypiques. Et ça m'a toujours intéressé de voir comment, quand on a un profil atypique, comment on s'en sort dans cette société qui est assez rigide et qui a besoin de modèles et de cases pour pouvoir appréhender les autres et leur faire une place. Comment un profil atypique arrive néanmoins à se faire une place. Et en plus, j'aime beaucoup rencontrer les gens et être proche des gens. J'aime les écouter, apprendre d'eux, même si j'aime parler de moi, comme vous pouvez le constater. Mais je laisse souvent la place aussi aux autres de s'exprimer, de parler d'eux-mêmes. Et cet échange-là humain me plaît plus que tout. Et moi, je me sens bien là-dedans. En fait, je me sens bien quand je suis entourée de gens. Et j'aime me sentir utile. Mais j'aime me sentir utile humainement, pas uniquement en droit à gagner des dossiers, c'est important. Mais il faut aussi que mon client, derrière, il soit content, qu'il se sente libre de me faire un câlin parce que c'était une surcharge émotionnelle terrible. Tout ça, moi, c'est pour ça que je travaille. C'est pour changer la vie des autres en bien. Évidemment, leur éviter des problèmes, des soucis majeurs, pouvoir faire en sorte qu'un enfant, par exemple, puisse aller à l'école alors qu'il en est exclu. Et ça va modifier toute sa vie parce qu'on sait très bien que s'il va à l'école, derrière, il va pouvoir travailler, il va pouvoir être inclus dans notre société. Pour moi, c'est des combats qui sont nobles et légitimes. Et je me sens très à l'aise là-dedans et utile. Mais c'est vrai que je connais la problématique de l'autisme, les manières dont on accompagne l'autisme, ce dont les personnes autistes ont besoin, qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, quels sont les différents profils, pourquoi on ne demande pas toujours la même chose, c'est pas parce qu'on est autiste qu'on a les mêmes besoins que son voisin autiste. Et puis j'ai élargi aussi mon activité à tous les troubles du neurodéveloppement parce qu'il s'est avéré que les personnes avec un TDAH, troubles de l'attention, avec hyperactivité, les enfants qui souffrent de dyslexie, qui sont de dyspraxie, dysorthophonie, etc., qu'on appelle les multidys. Là aussi, tout ça, on est sur des troubles du neurodéveloppement. Ce sont des personnes qui ont des problèmes juridiques tout à fait similaires. Et donc aujourd'hui, je travaille pour toutes ces personnes-là. Et même aujourd'hui, j'ai rajouté un profil, c'est les enfants qui souffrent du syndrome d'alcoolisation fœtale, qui se trouve aussi être un trouble du neurodéveloppement. Et où là encore, on rencontre des difficultés assez similaires, avec des troubles du comportement, des TDAH chez ces enfants. Et c'est une association qui m'a contactée pour et donc j'ai tout appris sur le SAF grâce à eux. Ils m'ont donné toute la documentation, etc. Et en effet, comme c'est très très proche de ce que j'ai l'habitude de faire, je défends aussi ce profil de personnes, d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Donc ça c'est qui vous défendez. Et pour revenir à ce côté très exercé comme je l'entends, et c'est ça qui fait que vous vous sentez épanoui. Vous avez parlé du fait d'avoir une activité qui soit très humaine. Je pense que j'ai besoin de défendre une cause. J'ai besoin de défendre un combat, enfin de mener un combat. Défendre le droit pour le droit, ou le respect du droit, si derrière il n'y a pas ce volet plus large de cause, à vrai dire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce que j'aime, c'est faire des avancées jurisprudentielles. Par exemple, mon cabinet, là, à l'origine d'une grosse jurisprudence au niveau de la mise en cause de la responsabilité de l'État pour le défaut de place en établissement, par exemple. On est référencé au Le Bon, tout ça. Donc ça, c'est des fiertés, par exemple, en droit. Mais ma plus grande fierté, c'est de me dire qu'un enfant qui est placé, je vais le rendre à sa maman parce que je vais avoir les bons mots en plaidoirie. Je pense que je suis bonne parce que je suis convaincue. Comment est-ce que vous avez trouvé votre style en plaidoirie ? En étant moi-même, en fait. C'est-à-dire que vous voyez bien comme la façon dont je m'exprime, je ne parle pas forcément en langage soutenu, je fais pas forcément des références à des grands auteurs, même si je les connais. Vous lisez encore Dostoïevski ? Non, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un livre. En fait, je lis pendant mes 3 semaines de vacances. J'emmène un Kindle pour pouvoir embarquer tous les bouquins. Ah, vous êtes passé sur Kindle ? Ouais, je suis passée. Alors ça, c'est très très mal, parce que quand on est amoureux du livre, qu'on aime le papier, etc. Sauf que dans une valise, ça rentre pas, parce que là, je lis à peu près 2 livres par jour, non-stop. Je ne visite rien, je ne fais rien d'autre que... Ah, mais vous venez de me décomplexer d'un coup. Non, je me suis décomplexée toute seule, mais j'ai eu une grosse révélation il y a quelques années où je me suis rendu compte que, en fait, ce qui fait que des vacances sont des vraies vacances pour moi, c'est pas le fait de voyager, c'est les livres que je lis. Voilà. Et donc,
enfin voilà, des voyages dont je me souviens finalement plus de mes lectures que des voyages. Et du coup, depuis, je me sens vachement moins obligée de partir loin pour être en vacances. Alors, pour moi, il ne faut pas que ça empêche. Mais c'est vrai que de toute façon, ces 2 dernières années, on était drôlement contraints par la crise sanitaire en termes de voyage. Alors, j'aime beaucoup voyager, mais 4-5 jours, c'est bien. Si on va très très loin, on peut être totalement dépaysé. Mais pour autant, je ne lis pas sur cette période. Donc ma seule période de lecture, je ne lis jamais rien. Là, je suis par exemple catastrophée parce que il y a une personne qui m'a envoyé son scénario. Ça touche l'autisme et quand je lui ai dit oui, j'avais pas vu le nombre de pages. La pauvre, ça doit faire plus d'1 mois qu'elle attend. Je me sens. Elle veut un contrôle check du caractère réaliste. Ouais. Puis en plus, d'abord, c'est agréable pour moi qu'on me fasse confiance pour ce type d'événements. Ça m'est souvent arrivé d'aider sur des synopsis, sur des livres, des choses comme ça, et de participer en donnant mon avis, des choses comme ça. Et là, par exemple, ça, je culpabilise énormément et je procrastine, c'est vrai, parce que quand il me reste mon dimanche, j'ai pas envie de lire, j'ai envie de rien faire, rien du tout. Et donc plutôt faire un Netflix pizza 4 fromages, quoi. Et donc je n'ai pas d'activité intellectuelle en dehors de celle de mon travail, ce qui est lamentable. Qui est déjà assez riche, cela dit. Oui, voilà. Mais c'est vraiment que c'est limité. Heureusement, comme il y a plusieurs droits qui sont en cause, c'est plaisant parce que finalement on apprend tout le temps. Puis c'est un droit qui est assez mouvant, mais pour autant qui a une bonne assise. Je veux dire, le code de l'action sociale et des familles il doit être réformé une fois tous les 10 ans. Donc on a quand même ce socle de connaissances qui est pas réformé tous les 4 matins. Et des fois, je plains ceux qui font du droit du travail tellement, parce que ça change tellement tout le temps. Mais là, c'est des grosses réformes où ils vont réformer tout le code. Moi, c'est pas du tout ça. Le droit de la santé, c'est pareil, c'est assez rarement. Et puis la jurisprudence, c'est nous qui la faisons, parce qu'on est finalement sur des vides juridiques terribles. Le droit médico-social, c'est un droit totalement carencé, qui a besoin de jurisprudence, qui a besoin d'être confirmé dans son interprétation, en fait. Et donc moi j'aime bien m'engouffrer là-dedans sur l'interprétation de la loi et des différents textes. Ça c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Et comment est-ce que votre cabinet, donc en termes de structure, a évolué? Vous nous avez évoqué vous avez évoqué avec nous la juriste. Elle est encore là d'ailleurs, que vous aviez débauchée à l'époque? Oui, elle est toujours là. Elle travaille pour plusieurs cabinets. Elle travaille pas que pour moi. Elle travaille pour plein de cabinets. Là, elle doit partir parce qu'en fait, je l'ai encouragée à faire ses bébés, à faire ses horaires, à faire comme elle voulait. Parce que pour moi, la bonne entente, c'est comme ça que ça se passe. Et je suis pas un patron compliqué. D'ailleurs, c'est elle qui fait la gestion du cabinet, donc c'est elle qui sait ce qu'il y a sur le compte pour se payer. Donc elle se débrouille. C'est elle qui, quand on a eu des stagiaires, qui les a formés, plus que moi qui suis pas souvent là. Elle s'en va au mois de janvier parce j'en suis très fière. Je suis très très fière d'elle, pour elle. Elle a eu l'école du barreau cette année, alors que cette année c'était très 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 difficile. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 30 ans. Okay. Elle a eu des enfants, etc. Et 34, je crois. Donc un parcours. Ça fait des années qu'on est ensemble maintenant. Et donc elle part dans un autre cabinet. J'en suis désolée, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller derrière. Mais voilà, là j'ai ma fille qui passe le barreau, qui est à côté aussi dans le cabinet. Elle est stagiaire. Elle repasse le barreau. Elle s'est loupée cette année. Elle repasse le barreau cette année. Donc elle est là, on s'entend super. Enfin, c'est une bonne ambiance. Moi j'aime bien bosser avec des filles fumeuses, évidemment, parce que sinon je pense qu'elles vont mourir de tabagisme passif et ça sera encore pire que quand on culpabilise de fumer. Donc voilà, pour le moment on est toutes les trois. On sous-loue un bureau à une consoeur qui est maman d'un enfant autiste et que j'aide parce qu'elle voulait se réinstaller, etc. Mais évidemment c'est compliqué quand on a un enfant autiste de développer une clientèle majeure au point de pouvoir en vivre. Et donc je lui fais un tout petit loyer. Voilà. Elle a quoi comme activité, cette consoeur? Elle fait du pénal. Et elle fait aussi du droit de la famille. Okay. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai aussi envie d'encourager. Elle s'appelle Sarah Cohen. Et donc, elle vient tous les lundis, quand elle peut, par rapport à l'organisation de sa vie familiale et de son travail aussi d'avocate. Et voilà, pour pouvoir la lancer, qu'elle puisse se refaire sa clientèle après avoir eu ses enfants. Elle a un tout petit loyer et puis si elle me rend un petit service, elle veut pas le loyer, quoi. Voilà, on se débrouille comme ça pour qu'elle puisse. Et cet autre bureau, parce qu'il y a 3 bureaux dans le cabinet. Cet autre bureau, il sert beaucoup à propulser soit des jeunes qui n'ont pas les moyens de payer un loyer. Ici, j'ai pas un loyer très cher et puis je m'en moque un peu en fait. Ça sert un peu à propulser quelqu'un qui a besoin de se remettre un peu le pied à l'étrier et qui a pas envie de passer par une collaboration.
C'est peut-être plus à elle qu'il faudrait que je pose la question, mais qu'est-ce qui fait qu'elle devient avocate et elle part Elle dans a passé un autre l'école du cabinet barreau avec moi. C'était une excellente avocate. Elle a travaillé. Non, je veux dire votre collaboratrice historique, enfin votre office manager / juriste historique. Parce qu'elle va devenir avocate et je pense qu'elle a besoin d'être payée davantage que ce que je la paye. Parce que d'abord, moi, c'est pas beaucoup. Hein. Elle a 2 enfants, elle a un mari, elle a besoin de gagner plus. Et je pense qu'elle se sent pas en capacité de développer sa propre clientèle. Et donc, elle a besoin d'aller ailleurs. Mais bon, pour moi, c'est chaud, mais je vais me débrouiller comme j'ai toujours fait. Ouais. Voilà, on va se débrouiller. Mais surtout, je lui souhaite vraiment le meilleur qui soit. Et puis, si ça va pas pour elle, elle reviendra. La porte, elle sera toujours ouverte. C'est des grandes aventures de travailler comme ça, main dans la main, avec des personnes qu'on aime bien. Enfin, on s'est toujours bien entendu. Maintenant, y a ma fille qui va faire une partie du travail, je pense. J'espère qu'elle va avoir son barreau pour que je puisse la rémunérer comme stagiaire. Sinon, il va falloir que je la salarie, ça va être le bazar, parce que je ne suis pas un cabinet riche. D'accord ? Ma clientèle, elle est précaire. Comment vous abordez cette question ? C'est quoi je sais pas. Je crois comprendre que vous êtes pas très à l'aise avec le sujet de la gestion et donc j'imagine aussi des équipes financières et tout. Mais comment je l'ai fait ça avant que Jessica le fasse pour moi. Mais j'ai un super comptable aussi. Hein. Ouais. Il s'appelle comment votre super comptable ? Frédéric Furino. Frédéric Furino. Ouais. Très bien. Il est vraiment super. Il est pas cher. Il m'aide parce que moi c'est vrai que j'arrive avec mes facturettes. Faut quand même les trier. Le travail. Et puis en plus je me suis pris un contrôle fiscal en plus il y a 2 ans. Vous avez pris un avocat ? Non, je me suis débrouillée. De toute façon, pour moi il y avait pas. Il y avait rien. Enfin il y avait pas un redressement. Ils m'ont quand même trouvé des trucs. Hein. À rembourser, je crois que j'en ai pour 40 000, un truc comme ça. Quoi ? Ouais. Vous auriez dû prendre un avocat. En fait, ils ont été gentils, ils ont reconnu ma bonne foi, etc. C'est juste que je sais pas, je me rappelle même plus pourquoi c'était un truc que j'ai dû mal faire. Mais bon, j'ai payé et puis ça s'est bien passé. Et comment vous gérez la facturation des dossiers, sachant que comme vous dites, c'est quand même beaucoup une population précaire. C'est dur, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai essayé d'augmenter mes tarifs, ça marche pas. Or, ma notoriété a vraiment augmenté et mes tarifs auraient mérité d'être augmentés. Mais je ne peux pas. Une famille avec un enfant autiste, il y a forcément un des 2 parents qui a arrêté de travailler quand ils sont pas dans la pure précarité au RSA. Donc l'aide juridictionnelle, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux la prendre qu'à Paris, parce que sinon ça rembourse mon trajet. Faut être honnête, donc c'est pas possible. Et parce que je travaille vraiment dans toute la France, je travaille très peu à Paris, moi. Donc comme j'ai une ultra spécialisation, on fait appel à moi à Marseille, à Lille. À Quimper, à Rennes, à Nantes, en Lorraine, enfin, je vais vraiment dans beaucoup, partout, quoi. Hier, j'étais à Besançon. Si bien que l'aide juridictionnelle, ça rembourse mon trajet. Donc, je peux pas l'accepter. Et je peux pas facturer plus de 2 000 € un dossier. Et même si, je travaille qu'au forfait, parce que je veux pas que les gens ne sachent pas où aller, parce que moi, si, on est sur un volet jurisprudentiel et que je vais passer 10 heures à travailler, je vais pas les facturer, plus que ça. À l'heure, je dois être à 300 € hors taxe. Et je suis à 2 000 € hors taxe, en dossier. J'ai essayé de passer à 3 000, presque 3 000. Ça passait plus du tout. Donc, voilà, c'est du forfait, c'est du 2 000 €, quoi qu'il arrive. Ok. Alors, donc, c'est un peu un forfait fixe, quelle que soit la procédure. C'est ça. À peu près. Sauf le pénal. Sauf le pénal, parce que là, on voyage à vue, là, en tant qu'avocat. On sait pas, quand on est au stade d'une plainte qui a été formulée à l'encontre d'un de mes clients, je sais pas où ça va aller, si ça va aller en instruction. Alors là, on essaie de donner un ordre d'idée aux personnes, mais c'est mon assistance aux auditions. Vous êtes encore actif sur les réseaux sociaux ? Beaucoup moins. Faut dire que j'ai quand même beaucoup de gens qui me soutiennent sur les réseaux sociaux, qui m'aiment bien, tout ça, mais moi ça me remonte le moral et ça me motive. Quand j'explique que j'ai gagné tel dossier, j'aime bien faire ça. Quand j'ai perdu aussi, je le mets d'ailleurs. C'est pas pour me prévaloir de quoi que ce soit. C'est vraiment un échange avec les gens, ou aussi leur donner du courage, pour leur montrer qu'on peut obtenir son AVS à l'école quand il y en a pas, des choses comme ça. Mais dès le début, des gens qui ne me connaissaient pas ont pris ombrage et ils se sont mis à éprouver pour moi une haine farouche, mais assez maladive. Comme si, je pense que c'est des gens qui vont pas bien vraiment.
mais qui m'ont fait un tort inouï. C'est-à-dire que, au point quasiment de créer un blog contre moi, enfin, je suis devenue leur obsession. Je pense à 2 personnes, voire 3 personnes en particulier. On est dans le milieu de l'autisme, hein, donc peut-être il y a une part, peut-être que c'est des personnes autistes, je n'en sais rien, ou qui vivent des trucs durs. Mais cette haine-là m'a fait énormément de mal. De gens qui ne me connaissaient pas, qui j'ai essayé de parler, mais ils m'ont quand même collé devant mon conseil de l'ordre. J'avais même pas 2 ans d'exercice, même pas 1 an d'exercice. Heureusement, j'ai eu les honneurs de la profession ce jour-là. Ça fait bizarre quand on essaie d'aider une cause et d'aider des personnes, de se prendre une plainte parce que je parlais sur les réseaux sociaux et j'étais la première avocate en nom sur Facebook. Hein. Avant moi, il y avait Maître Mo, il y avait tous ces avocats avec des pseudos. Avec des pseudos. Et moi, j'ai été la première avocate à être en nom. Je me disais, mais pourquoi j'ai un nom, j'ai un prénom, pourquoi je me cacherais? C'est pas forcément de la publicité, c'est aussi aider les gens. Et puis, de toute façon, la publicité, on a le droit d'en faire aujourd'hui. Donc, pourquoi on m'empêcherait de... Puis, grâce à la publicité, on peut aider des gens. Et voilà, grâce à la publicité, on peut se faire connaître. Et si on se fait connaître, on peut aider des gens. Donc, moi, j'ai toujours été dans cette démarche-là, plutôt altruiste. J'ai jamais couru après l'argent, jamais eu envie d'avoir 15 000 dossiers. Mais j'ai envie de vivre normalement de mon métier parce que je trouve que je le mérite. Mais c'est tout. Et donc ces personnes, je sais pas, elles ont pris ombrage et c'était d'une méchanceté mais inouïe en fait, mais inouïe. Ce que j'ai pris dans la tête, c'est vraiment inouï. Mais je pense que c'est vraiment lié aux réseaux sociaux. C'est fait pour ça. On est planqué derrière son ordinateur et donc on m'a traité d'escroc, on m'a traité de plein de vilaines choses, mais toujours les 2 mêmes. Hein, à tel point que le jour où l'un d'eux perd sa fille avocate. Un grand malheur, j'imagine. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Il a quand même fait une publication sur Facebook pour dire qu'elle, au moins, n'était pas comme une autre avocate. Et que elle était morte et pas moi, quoi. Enfin, c'est quand même en annonçant le décès. Enfin, pour dire à quel point c'était maladif et à quel point les réseaux sociaux donnent la parole à des gens qui sont vraiment tordus, quoi. Quand j'ai sorti mon livre, dès que j'avais une visibilité médiatique, en fait, ça réveillait un peu cette haine maladive. Je pense qu'il y a de la frustration. Il y a, parmi ces gens-là, il y en a qui sont juristes. Et c'est des femmes qui ont fait des études de droit et qui ont dû arrêter parce qu'elles avaient un enfant autiste. Et moi, je me présente comme avocate pour les personnes autistes. Donc, j'arrive à comprendre un peu, mais je rencontre tellement de gens, des parents, des mères d'enfants autistes qui, elles, vont super bien, qui m'encouragent, qui sont pas misérabilistes, qui se battent comme des chiennes pour maintenir leur enfant hors de l'eau. Je trouve pas que ce sont des gens bien et donc je vais mieux depuis que je vais moins sur les réseaux sociaux. Et à vrai dire, j'en ai moins besoin. Ma clientèle, elle tourne. J'ai pas besoin d'être sur Facebook pour ramener du monde, en fait. Les associations me connaissent. J'ai toujours refusé d'être affiliée à une association. Je veux bien qu'on me mette dans le groupe des personnes qui soutiennent, mais je ne veux pas être l'avocate d'une association. Je veux être indépendante. Et donc, je suis l'avocate éventuellement de leurs adhérents, mais pas des associations. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu faire dès le départ. Ouais. Pour une raison particulière ? Oui, je veux rester indépendante. Et les associations dans le milieu de l'autisme, c'est vraiment compliqué. Et beaucoup ne s'entendent pas. Il y a beaucoup de présidents d'associations qui se font la guerre et c'est très difficile de rassembler dans ce milieu. Et à la limite, le fait qu'il y a beaucoup de milieux qui souffrent. Surtout le milieu associatif, je trouve. Le milieu associatif, ouais. Et c'est un milieu qui est très complexe. D'abord, c'est un milieu usant pour leurs bénévoles, mais pour le coup, il y a aussi un besoin certainement de reconnaissance qui va avec et qui est normal. Et puis, il faut se faire connaître pour pouvoir avoir beaucoup d'adhérents et que sa voix puisse être portée au niveau politique. Donc ça aussi, je le comprends, mais de fait, il y a une concurrence naturelle qui se fait de ce point de vue-là. Qui va être l'interlocuteur des personnes autistes, qui va être la figure qui va représenter les personnes autistes. Et alors il y a plein de petites associations locales pour lesquelles ça se passe plutôt bien. Et elles vont plutôt aider au niveau local. Donc elles vont trouver des professionnels de soins, elles vont accompagner les familles vraiment au niveau local. Puis après il y a d'autres associations qui ont des visées plus nationales, où là elles sont censées être davantage l'interlocuteur du gouvernement pour être représentatif de la société civile. Et d'ailleurs, c'est très très bien et devrait avoir même un rôle de lobby encore plus important pour pouvoir faire avancer cette cause qui est celle des personnes autistes et de leur inclusion sociale, en fait. Donc, je n'ai pas une asso qui m'envoie des dossiers. Il y en a plein qui m'en envoient, mais pas une seule.
Et j'essaie de faire des conférences, de les faire à 500 € la journée pour que les associations puissent... c'est une journée entière, hein. Quand je fais une conférence, c'est 5 heures non-stop avec une pause déjeuner, quoi. Et je prends pas cher, justement, pour qu'elles puissent payer. Parce que c'est des petites assos, hein. Bon, j'ai fait des grosses conférences devant des amphis remplis, mais j'en ai fait aussi pour 10-15 personnes et je me déplace quand même. Parce que c'est important, parce que chacun... En fait, l'idée, c'est que chacun connaisse ses droits pour pouvoir les défendre. Si on ne connaît pas ses droits, on peut pas se défendre, en fait. Et les institutions ont tendance à en profiter. Profiter, du fait que les personnes soient épuisées d'un quotidien difficile, pour ne pas réagir et puis profite aussi de l'ignorance des personnes à l'égard de leurs droits, pour leur donner moins d'allocations, ou pour dégager le petit qui est à l'école, qui commence à poser problème, parce qu'on va estimer d'office qu'un enfant handicapé n'a pas sa place à l'école. Tout ça, c'est un gros travail à faire de connaissance, de lobby. Et je dirais même qu'il y a une grosse part de mon travail qui est de la pédagogie à l'égard des juges. Quand je suis devant un juge des enfants, je ne plaide pas en droit. Et au pénal non plus. Très rarement, sauf s'il y a une erreur de droit, de fond, de forme. Mais sur le fond, je plaide toujours sur un volet pédagogique. Qu'est-ce que l'autisme ? Qu'est-ce qu'un trouble du neurodéveloppement ? Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi cette famille en est arrivée là ? Pourquoi le prévenu a pu en arriver là ? Et en gros, est-ce que c'est pas plutôt une faute de la société, une carence de l'État qui n'a pas su amener cette personne à être suffisamment accompagnée pour pas en arriver là ? Ou est-ce que les réponses que la société a pu donner à la famille étaient satisfaisantes au point qu'on se retrouve devant un juge des enfants ? Certainement pas, en fait. Ou la lecture qui est faite des dossiers n'est pas la bonne. Et bien évidemment, chaque cas est unique. Mais avec cette situation qui se répète, ce type de profil qui se répète, et donc comme vous dites, en fait, mine de rien, le fond, ça reste un peu le même, quoi. C'est-à-dire que à situation égale, les problématiques qui se rencontrent sont les mêmes, carence de l'État, les moyens des parents, la capacité de scolariser, et donc tous les problèmes qui s'en suivent en termes d'autonomie financière de ces personnes, de constitution psychologique, tout ça. Est-ce que parfois vous lassez pas de ce que vous faites, mais de la redondance d'un point de vue intellectuel? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de ce que vous faites d'un point de vue émotionnel. Je vois complètement, parce que je vais répondre oui. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on a l'impression quand on obtient une jurisprudence et on se dit ça va aider tant de personnes. En fin de compte, rares sont les personnes qui vont jusqu'au tribunal. Soit parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Donc ça va pas changer complètement la face du monde non plus. Et en effet, on est toujours sur des problèmes récurrents. Alors, à chaque nouveau gouvernement, à chaque nouvelle annonce d'un ministre de la Santé, voire de son délégué au handicap, tout de suite, il y a de l'espoir qui se met en place. Avec l'élection de Macron il y a 5 ans, Emmanuel Macron, il a parlé d'autisme beaucoup dans sa campagne. Et honnêtement, on n'a eu que des effets d'annonce. Donc là, il y a eu une grosse déception sur ce sujet, de l'effet d'annonce, du communiqué de presse, on va faire, et puis sur le terrain, on a toujours les mêmes problèmes. Oui, on va faire des efforts en termes de formation, mais au final, il se passe rien. Il y a toujours que les deux mêmes facultés qui enseignent les thérapies comportementales, qui enseignent une vision scientifique de la psychologie. Tout le reste, la plupart du temps, c'est plutôt des formations d'obédience psychanalytique, et on tourne en rond. Il y a encore des gens pour croire que la psychanalyse, ça peut soigner, entre guillemets, un enfant autiste. Et tant qu'on en sera là, on continuera de culpabiliser les mères, on continuera de réfléchir sur le lien mère-enfant comme étant toxique et augmentant les troubles des enfants. Les services sociaux, tout ce qui représente tous les personnels de l'ASE et autres, on en est toujours au même stade. C'est très rare de rencontrer un éducateur spécialisé à l'ASE qui va vous dire il y a un trouble du neurodéveloppement, on va aider cette maman à trouver une prise en charge conforme. Au lieu de ça, on va dire tout ça c'est la faute de la mère, etc. On en est encore là, et il y a encore des juges pour les croire et les suivre. Et évidemment, de juge en juge, quand je retrouve le même juge au même endroit, ce qui est rare, parce que comme je bouge dans toute la France, c'est assez rare que je plaide 2 fois devant le même juge. Il m'est arrivé d'arriver en me disant maître Janois, c'est un enfant autiste, vous venez chercher un non-lieu, mais vous inquiétez pas, vous allez l'avoir. Parce que ma réputation, parce que j'ai déjà formé le juge, en fait, ma plaidoirie va être la même, on est dans des situations vraiment tout à fait similaires.
Et j'ai des juges comme ça que j'ai formés qui m'ont remercié. J'en ai d'autres qui m'ont remercié infiniment. J'ai des juges en sortant d'audience qui me disent oh, vous pouvez rester. Merci, ça m'a fait du bien. Votre plaidoirie m'a fait du bien. Je suis entièrement d'accord avec vous. On en a marre d'entendre toujours les mêmes rengaines de type psychanalytique des services sociaux qui nous embrouillent, qui surinterprètent les pensées et les paroles des familles, etc. Donc ça m'arrive souvent finalement d'avoir une bonne entente, un bon accueil. Mais pour ça, il faut que je tombe 2 fois sur le même juge. Et si c'est quelqu'un de nouveau, qui connaît pas, qui a tendance à avaliser absolument tous les rapports et toutes les façons de voir des services sociaux, bah. Et du coup, comment vous gérez cette fatigue? Cette fatigue à la redondance. Enfin, vous disiez aussi un peu plus tôt que vous vous ennuyiez vite, que vous avez quand même besoin d'une grosse stimulation intellectuelle, que donc vous passez d'un droit à l'autre et d'un dossier à l'autre. Et il y a beaucoup de masse et il y a beaucoup de mouvements, donc j'imagine que ça satisfait en partie. Et puis il y a beaucoup de fonctionnement à l'urgence et tout, donc j'imagine que ça satisfait en partie ce besoin-là d'une certaine forme d'agitation et d'agitation intellectuelle entre autres. Mais ouais, comment vous gérez cette répétition finalement? Par l'action. En fait, quand je vais lire un rapport et que je vois que ça fait 10 ans que je lis le même rapport et qu'on est encore face à des gens qui connaissent rien, en dépit du combat qu'on mène, que ce soit les associations ou même moi à mon niveau. Là, j'ai un moment d'abattement où je me dis c'est pas possible de lire encore les mêmes choses. Ou quand les gens m'expliquent que leur enfant a été exclu de l'école pour une mauvaise raison. Sur le coup, je ressens une forme d'abattement. Mais ça ne dure pas longtemps et je pense que ça, c'est lié davantage à mon caractère. Immédiatement, arrive la colère après l'abattement, enfin l'agacement plutôt que la colère. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour aider cette personne? Et à partir du moment où je mets en place ma stratégie de défense et où je vais plaider, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus aucun abattement. En fait, c'est agir. En fait, ce qui me fait mal, c'est lorsque, par exemple, il y a une personne qui va m'appeler pour laquelle je ne vais rien pouvoir faire. Soit parce qu'il est trop tard, soit parce qu'on est trop en amont. Enfin, là où ça va me rendre vraiment... où je vais être abattue, c'est quand, en qualité d'avocat, on ne peut pas aider cette personne parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves, par exemple. Ou je sais qu'elles vont aller dans le mur en portant une plainte contre telle personne qu'aurait soi-disant giflé, ou même sur des agressions sexuelles. Il faut savoir que notamment les femmes autistes sont très, très vulnérables en termes d'agressions sexuelles, parce qu'elles sont naïves, elles ont tendance à faire confiance. Et par exemple, un dossier dans lequel je vois qu'il n'y a pas de preuves, où ça va être la parole de l'un contre la parole de l'autre, ou quand on est face à l'éducation nationale, qui est quand même un château moyenâgeux avec ses tours et qu'il faut grimper comme ça pour tenter d'abattre des murs, parce que quand une école est fermée, que le dialogue est fermé, que tout le monde a décidé d'exclure l'enfant, quitte à mentir d'ailleurs en majorant les troubles de l'enfant, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'on a la rage, parfois on en est là. Et comme on est fermé, on n'a pas de preuves en fait. Tout ça c'est du ressenti, c'est ce que va dire un petit garçon de 6-7 ans, qui a déjà des problèmes, on va dire peut-être de langage, ce qu'il va exprimer. Et là on va être obligé de dire aux parents, je vais rien pouvoir faire en fait. Ça me rend malade. Donc, quand c'est comme ça, je vais faire une fête avec des potes. Je pense à autre chose. Et je fréquente très peu de gens de mon milieu du travail. En fait, je sépare complètement. Ma vie professionnelle est presque complètement séparée de ma vie personnelle. J'ai quelques amis qui sont des mamans d'enfants autistes. Mais quand on se voit, on parle d'autre chose. Et on rigole. Et sinon, j'ai des amis qui ont strictement rien à voir et qui font des choses mais totalement différentes. J'ai mon frère qui est infirmier. Bon, certes, il peut parler de sa patientèle et c'est pas mieux des fois. J'ai mon autre fille qui est en dernière année de psychologie. Donc là encore, on peut avoir à parler parce qu'elle est d'autisme ou autre. Et mon autre fille qui se prépare à devenir avocate aujourd'hui. Et donc forcément, je suis amenée à en parler un peu. J'ai tendance à me déverser aussi. Donc quand je sors d'audience, je suis encore haut perché. Très haut perché, il me faut 2-3 heures pour redescendre et j'ai un compagnon aujourd'hui qui est très compréhensif, donc il me laisse me déverser littéralement, où je vais lui raconter absolument toute l'audience dans tous les détails et ensuite c'est passé. Ensuite ça passe et ensuite j'invite du monde à la maison, on fait une petite soirée, on parle d'autres choses. J'ai un copain qui bosse dans la pub, dans d'autres domaines, et hop ça passe tout seul et je peux redémarrer le lendemain.
Aujourd'hui, ça fait 13 ans que vous êtes avocate. Comment est-ce que vous voyez Et vous avez 50 ans, vous avez dit. Comment est-ce que vous voyez la suite de votre exercice, les années qui viennent ? J'en sais rien du tout. Alors là, je suis dans une phase vraiment de transition. D'une part, parce que j'ai 50 ans. En fait, moi, mon rêve, ça aurait été de travailler 10 ans. C'est ce que je me suis toujours dit toute ma vie. J'ai l'impression que depuis que je comprends qu'un jour, on va devoir bosser, je me suis toujours dit, moi, je vais bosser mes 10 ans dans ma vie, pas plus. Et je voulais me trouver des solutions pour ne travailler que 10 ans. Et là, c'est dépassé depuis 3 ans, donc je suis super embêtée. Parce qu'à la fois, j'adore mon métier, mais à la fois, j'aimerais écrire des romans. Enfin, j'aimerais faire des choses complètement différentes aujourd'hui. Aussi. Mais je me sens complètement enfermée aussi parce que j'ai des engagements, parce que faut que je paye. Parce qu'il faut que je paye mes impôts. Comment je vais faire si je peux... Enfin voilà, j'ai des dettes de partout, j'ai des prêts. Comment je fais pour m'arrêter ? Je ne peux pas. Donc moi, mon idée, c'était d'associer ma juriste, dès qu'elle serait avocate, de faire bosser ma fille et de venir bosser un dossier par mois et de vivre avec 2000 balles par mois. J'avais prévu ça. Je m'étais dit, hop, je leur file mon cabinet, je leur donne. Elles gèrent très bien, elles sont dynamiques, elles sont intelligentes. Elles connaissent le sujet maintenant. Elles connaissent le sujet, elles sont formées, elles sont super. Et puis moi, je vais me caler quelque part aux Antilles je vais acheter un mobil-home et je boirai du punch et je fumerai mes clopes et je rédigerai des romans. J'ai toujours aimé écrire. Et puis de temps en temps, je viendrai une fois par mois, bien bronzée, plaider un dossier important si elles en ont besoin. Et puis elles me donneront mes 2000 balles et puis je vivrai que ça, quoi. C'était ça mon projet. Sauf que y en a une qui me quitte. Ma fille n'a pas le barreau. Enfin, j'espère qu'elle va l'avoir cette année. Si elle l'a pas, ça va quand même être. Là, il restera encore une fois. Et puis elle n'est pas en capacité de gérer seule un cabinet aujourd'hui. Je sais pas du tout ce que je vais faire là. Je suis complètement. Je sais pas du tout. Soit je réduis mon activité au point que je sois en capacité de tout faire. La gestion, la facturation, les liens avec les tribunaux, les demandes de rapport, tout ça, qui va m'occuper la moitié de la journée. L'autre moitié, je vais plaider, on va dire. Bon, ça m'enchante pas du tout, ce truc. Soit je fais ça, soit je m'associe à un autre cabinet, mais j'ai moyennement envie d'avoir une pression en termes de chiffre d'affaires. Soit je prends le risque de tout arrêter, ce qui me semble vraiment compliqué. D'abord parce que j'ai pas envie d'abandonner les gens, parce que pour le moment je vais pas trouver qui que ce soit qui soit autant investi que moi, et que s'il y a des jeunes aujourd'hui qui démarrent sur mon modèle, je vois bien de communication, qui reprennent exactement ma communication. Je suis contente qu'il y ait des nouveaux, des jeunes qui démarrent et qui s'ancrent dans le droit du handicap, qui est un droit complexe et difficile. Mais néanmoins, j'attends un peu parce que j'en ai vu tellement qui s'arrêtent au bout de 2 ans, parce que finalement on a une clientèle dure, hein. On a une clientèle difficile avec des gens extrêmement exigeants, des gens qui sont dans le malheur, des gens qui pleurent, des gens qui vont mal, des gens qui menacent de se suicider, et aussi des clients qui se suicident. Et tout ça, il faut passer tous ces caps-là. Et aussi de pas être compris. Il y a des gens qui ont aussi une arborescence intellectuelle. Il y a beaucoup de personnes TSA, des femmes qui sont aussi HPI. Il faut tout leur expliquer, elles sont à moitié juristes. C'est dur, elles vont vous donner l'article de loi qu'il faut absolument en plaider et que vous savez très bien que c'est pas celui-là. Il faut leur expliquer pourquoi, et ça prend des heures. Une personne autiste, elle vous écrit pas un mail de 3 lignes. Elle vous écrit 15 pages tous les jours. Faut avoir le temps de les lire, faut avoir le temps de les comprendre, faut avoir le temps de les engueuler aussi pour leur dire stop. Vous êtes en train de m'envahir. On ne me téléphone pas un dimanche à 3h du mat. Bon. Il faut savoir contenir aussi ça. Poser les limites, etc. C'est un vrai boulot à l'égard de sa clientèle. Et moi, j'ai envie de le faire bien. Et je me dis, mais qui c'est qui va le faire, en fait? Je suis pas sûre. Quand je vois un jeune qui démarre, sachant que ce qu'on gagne financièrement à côté, qui est vraiment pas du tout satisfaisant par rapport au temps qu'on y passe. Faut être super motivé quand même. Hein. Il faut que ça rentre dans sa personnalité. Il faut que ça corresponde à son choix de vie. Il faut que ça corresponde à tout ça. Et c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de jeunes qui démarrent et qui derrière arrêtent, ou vont travailler dans le milieu associatif en tant que juriste, ou dans des agences régionales de santé, ou dans des établissements médico-sociaux. Parce que c'est chaud. Et à côté de ça, il y a aussi dans notre clientèle des gens d'une reconnaissance inouïe
qui m'écrit encore des cartes postales 10 ans après pour me dire grâce à vous on a toujours nos enfants avec nous, on les a vus grandir, ou ça y est notre fils il a passé le bac, sans vous aujourd'hui il serait dans un établissement surmédicamenté. Ça moi ça me booste, et j'ai peur d'abandonner les gens en fait. J'ai pas encore trouvé, peut-être là si mon cabinet avait pu se maintenir comme ça, j'aurais pu former du monde et m'arrêter. Là je vois pas du tout, et là franchement je ne sais absolument pas ce que je vais devenir, j'en sais rien. J'ai pas envie de vivre de mes acquis comme ça, de devenir plan-plan, parce que je vais m'ennuyer au bout de 2 minutes. Je sais pas. Là, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de prendre des rendez-vous avec d'autres avocats pour voir comment comment ils exercent. J'ai vraiment pas les moyens de prendre une... En fait, là, il faudrait que j'ai 4 000 € par mois pour embaucher une super assistante. Je les ai pas. Est-ce que je prends quelqu'un à mi-temps? Est-ce que ça va suffire? Comment je vais payer des charges là-dessus? Enfin, je sais pas. D'accord, donc je vous attrape en plein questionnement sur l'avenir de votre cabinet. Ouais, je pense que voilà, je suis devenue grand-mère aussi cette année. Félicitations. Et j'aimerais bien, là j'ai une petite fille qui a 6 mois, j'aimerais bien m'en occuper un petit peu, la voir un peu grandir, quoi. J'aurais plein de possibilités, elle est à la crèche, elle est juste à côté. Donc, mais ça m'oblige à finir à 16h30, je ne finis pas à 16h30, moi je finis à 19-20h. Donc, je ne peux pas aller plus à la crèche. Là, elle est chez ses parents et je peux pas la récupérer un petit peu. Donc, des trucs comme ça, j'aimerais bien lâcher un peu. Mais je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Donc, en ce moment, je suis en pleine réflexion sur les modalités d'exercice, comment je peux faire. Je verrai bien. De toute façon, je m'inquiète pas plus que ça, parce que j'ai jusqu'en janvier. C'est en janvier que les choses se bouleversent dans mon cab. Je me dis toujours que personne n'est irremplaçable. Je vais peut-être trouver quelqu'un d'autre avec des qualités similaires à celles de Jess, et puis qui s'entendent aussi bien avec moi aussi, parce qu'il faut quand même savoir que nous, nos débriefs, personne ne comprend nos débriefs. Quand on débriefe sur l'agenda, sur les choses à faire, etc., en même temps, on parle de nos mecs, des enfants, du dernier machin qu'on a vu, et en fait, nos phrases, elles sont parfois coupées. C'est comme si on était des jumelles qui parlons un langage qu'elles seules peuvent comprendre. Et donc, tout est mélangé. On donne le nom d'un client, on parle de son histoire en même temps. Ah, ça, ce week-end, et hop. Et c'est génial de bosser comme ça. Moi, j'aime beaucoup. On n'est pas complètement enfermé sur soi-même, en fait. On parle de tas de trucs. Et là, pour trouver quelqu'un de similaire avec laquelle je puisse m'entendre aussi bien, ça va être chaud. Après, il y a ma fille. Alors, on s'entend super bien. Il n'y a pas de problème. Faut peut-être que je teste. Mais le problème, c'est que j'ai pas de moyens. Moi, je paye quelqu'un 2 000 € pour bosser longtemps. Enfin, bon, à côté de ça, on peut faire ses études, on peut tout faire. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que je vais tout regérer, tout. Ça m'ennuie d'arrêter des choses. Si je devais arrêter tout un pan de mon activité, par exemple les recours contre l'État, qui demandent beaucoup de rédaction, c'est beaucoup d'écrits et autres, j'ai pas envie. On est à l'origine de quasi toute la jurisprudence. On verra bien. Advienne que pourra. Qu'est-ce que vous regardez comme série en ce moment, le dimanche? Alors, j'en ai plein en cours. Vous êtes une multisérie. Ouais, parce que j'ai la série que je peux pas regarder avec mon compagnon tellement il se fout de ma gueule, parce que je regarde des séries totalement débiles pour adolescents. Ça me fait un bien. Donc là, en ce moment, Là, en ce moment, je suis sur Elite. Okay. J'ai attaqué la 2e saison. C'est complètement débile, mais ça, je regarde ça dans le train en rentrant, ça me vide la tête. C'est totalement débile. Mais j'ai pu regarder des séries comme Tchernobyl. J'ai pu regarder des... Alors là, avec mon compagnon... mais ne vous justifiez pas de regarder aussi des séries intelligentes. C'est vraiment... moi, la série débile avec la pizza le dimanche en lendemain de teuf, là, c'est génial. Ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je regarde en ce moment avec mon compagnon? On était sur Anatomie d'un scandale, là. Dont j'ai entendu du bien. J'ai fini hier soir à minuit, le dernier épisode. Bof. Je me suis dit, tiens, ils ont préparé la 2e saison. C'est pas mal, mais ça m'a pas emmené plus que ça. Qu'est-ce qui m'a vraiment... J'ai adoré Peaky Blinders. Mais j'ai commencé hier soir la dernière saison, qui n'est pas officiellement sortie, mais mon mec la chope sur le Darknet. Et donc, on a regardé hier soir le premier épisode de la dernière saison. Et donc je suis refaite de retrouver Tommy et toutes les voilà. Familles. Donc ça, c'est... mais j'ai aussi regardé, comment ça s'appelle, Mad Men. Donc je suis à la fois sur OCS et sur Netflix.
Donc OCS, à la base, c'était pour Game of Thrones. Ça, j'ai vraiment suivi Game of Thrones. Là, maintenant, j'attends le truc des dragons, là, je sais pas quoi, House of Dragon. Non, j'aime bien regarder. Bon, pour moi, la série, c'est mon bouquin du soir, ce que je faisais avant, mais au lieu de m'endormir devant, je me couche à 2h du mat. Et qu'est-ce que vous allez lire cet été en vacances ? J'aime bien lire ce qui est sorti, j'aime bien lire les prix, les différents prix Goncourt et autres. Généralement, tout cela, j'achète. Ça m'évite d'avoir à chercher. Je n'ai plus le bon petit libraire. Avant, quand je vivais à la campagne, en province et autres, j'avais toujours mon petit libraire qui me connaissait par cœur, qui savait ce que j'allais aimer. Entre la littérature classique, voire dite moderne ou post-moderne, et les choses d'actualité. Je vais regarder j'aime bien regarder aussi ce qui est le plus lu. J'aime bien. Et là, dernièrement, ça date de l'été dernier, et encore, faudrait que je me souvienne des titres, mais je me suis lu des tomes entiers de romans historiques. J'aime bien. D'abord, ça m'apprend des pans de l'histoire. Quels auteurs, vous vous souvenez ? Non, justement, il faudrait que j'ai mon Kindle, parce que j'ai aucune mémoire des noms. Mais ce truc qui se passe aux États-Unis, c'est hyper connu. Attendez, parce que ma fille a lu les mêmes. Je vais lui demander, attends. Margot ? Bonjour. Tu sais, le roman de ce qui se passe aux États-Unis... au moment de l'immigration, tout ça. Le gang des rêves. D'accord. Ça, j'ai adoré. C'est le dernier bouquin que j'ai adoré. Toi aussi, t'as adoré. Tu le conseilles. Voilà. C'était génial. Génial. Merci. Bon, je pense que j'avais acheté un paquet de piles frelatées parce que ça s'est encore arrêté. Mais de toute façon, on va se dire au revoir. Merci pour cette référence littéraire. Quelle est votre dernière joie ? Ma dernière joie ? Oui. C'est de voir mon boarding pass via la Martinique. Je m'envole demain et c'est ça ma dernière joie. Vous partez là en vacances ? Oui, en vacances. Je n'arrive pas à faire des vacances complètes, donc je fais une conférence samedi matin à Fort-de-France et ensuite je fais des consultations le mardi matin gratuites pour les insulaires mais le reste du temps je vais mettre mes fesses dans l'eau avec un planteur et je vais rien faire du tout, je l'espère. Je suis déjà invitée à des apéros, ça va être bien. Et donc je pars une semaine tout entière, ce qui est absolument incroyable sur l'emploi du temps que j'ai eu ces derniers temps. Donc j'espère me reposer. Je pense que je vais même pas lire. Voilà, c'est ça mon dernier. C'est de très bonnes vacances. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Mon jean, mes baskets, mon haut, rien. Rien de spécial. Je suis pas à poil, quoi. Non. C'est rassurant. Ouais. Sinon, je crois que ce serait un problème en plus pour défendre des personnes. Ouais, surtout quand il y a une bouche d'aération en dessous. Là, j'avais vu ce truc, j'avais beaucoup ri. Même si je trouvais ça un peu spécial quand même. Non, je m'habille tout à fait normalement. Et puis ça va. Et puis j'ai besoin de fringues de confort en fait. Enfin, je me suis toujours dit, mais pourquoi les personnes en vieillissant, elles s'habillent de moins en moins bien, enfin pour certaines. Et je comprends tellement. Je suis passée des talons aiguilles quand même au début d'exercice au basket. Et au tongs. Ouais, mais là, j'ai pas osé. En fait, quand même, hier, j'étais en cours d'appel à Besançon et j'ai pas osé plaider en tongs. J'avais emmené mes talons dans mon sac. Donc, j'ai mis mes talons au dernier moment. Merci beaucoup, de rien. Sophie, pour cet échange. De rien. Au revoir. Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine!